Le dessin était encore dans ses mains quand le train a fait une embardée. Nora Bellamy a failli perdre le visage de l'inconnu sous une traînée de graphite. Elle l'a rattrapé, le crayon dérapant. Son pouce a plaqué le papier contre son genou. Elle a levé les yeux pour s'assurer qu'il ne l'avait pas vu le fixer. Il ne l'avait pas vu. L'homme de l'autre côté de l'allée du train numéro 2 était assis, les yeux mi-clos. Un de ses poignets reposait sur la poignée d'une mallette. Il n'avait aucune idée qu'une femme en chemise de lin tachée de peinture venait de passer 9 arrêts à reconstruire la ligne fatiguée et méfiante de sa mâchoire. Elle dessinait au dos d'une page de carnet aussi épaisse qu'un reçu. Elle ne pouvait pas savoir que le lendemain matin, ce même visage, sa version à elle, ses traits, ferait 4 étages de haut sur Times Square. Il brillerait au-dessus de 10 000 inconnus. Il s'arrêterait, lèverait la tête et se demanderait qui il pouvait bien être. Pour l'instant, il n'était qu'un homme dans le métro en juillet. Et elle n'était que Nora. Le wagon sentait le métal chaud et le café glacé de quelqu'un. Il y avait cette chaleur estivale particulière qui vivait sous terre à New York et ne partait jamais vraiment. « Vous faites souvent ça », a dit la femme à côté d'elle. Nora a sursauté. Une passagère plus âgée avec un chapeau de paille s'était penchée vers elle. Elle ne se souciait pas de l'étiquette qui enfermait les New-Yorkais dans leur propre silence. Elle avait un éventail en papier et une voix rocailleuse, comme du gravier chauffé au soleil. Faire quoi? A dit Nora, même si elle savait déjà. Elle sentait déjà la chaleur lui monter au cou. Des visages impassibles. La femme s'était vantée. Celui que vous avez là est réussi. Mieux que l'original. Je dirais que vous le flattez. Je ne flatte pas. Nora a glissé son carnet de croquis vers ses côtes pour le protéger. Je dessine juste ce qui est là. Les yeux de la femme ont brillé de malice sous le bord de son chapeau. Alors il y a plus en lui qu'il ne le laisse paraître, ma belle, parce que c'est un homme seul. Et il est habillé comme s'il préférait que personne ne le sache. Nora a failli rire. Elle a de nouveau jeté un coup d'œil à l'inconnu. Le costume qui lui allait trop bien pour ne pas être fait sur mesure. La montre qu'il portait tournée vers l'intérieur de son poignet, pour que le cadran ne se voit pas. La façon dont ses épaules restaient immobiles. Ce n'était pas du repos, mais plutôt l'habitude d'un homme qui avait appris à ne pas s'agiter devant des gens qui l'observaient toujours. La femme au chapeau de paille n'avait pas tort. C'était la chose que Nora avait poursuivie pendant 9 arrêts sans pouvoir la nommer. Pas la beauté, qui était assez ordinaire chez un certain type d'homme new-yorkais, mais la solitude qui se cachait derrière, comme une pièce aux lumières éteintes. « Vous devriez le lui donner », a dit la femme. « Sûrement pas. Pourquoi pas? Ce sera la chose la plus audacieuse que vous ferez de la semaine. » « Vous ne connaissez pas ma semaine, » a dit Nora. Et cette fois, elle a ri. Un rire bref et silencieux. Le son de ce rire a fait ouvrir les yeux à l'inconnu. Pendant une seconde, moins d'une seconde, il l'a regardé. Pas le carnet de croquis, qui était tourné de l'autre côté, mais son visage, avec le rire encore dessus. Et quelque chose dans son expression a changé, comme l'eau calme change quand quelque chose bouge en dessous. Puis le train a grincé en entrant à Chamber Street. Les portes ont sonné, et il s'est levé. Il a ajusté son poignet d'un petit geste automatique et est descendu dans la foule, sans un regard en arrière. Nora a expiré un souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu. « Lâche », a dit la femme au chapeau de paille d'un ton joyeux, et elle a repris son éventail. Nora ne l'a pas poursuivi. Elle avait appris il y a longtemps que les visages qu'elle volait n'étaient pas à elle, et que l'important n'était jamais la personne. L'important était la pratique. La discipline de regarder attentivement un inconnu, jusqu'à ce qu'elle trouve la seule chose vraie sous la surface composée, et de la capturer avant que le train ne les sépare. Elle avait une boîte à chaussures à la maison, pleine de ces choses vraies. Le chagrin d'un chauffeur de bus dans le pli de sa bouche, la terreur d'une mariée derrière son sourire de mariage, un garçon endormi contre sa mère, un dinosaure en plastique serré dans son poing. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu son propre portrait. C'était l'arrangement qu'elle avait passé avec elle-même. Tu prends la vérité et tu laisses la personne tranquille. Elle est descendue à Wall Street et est montée dans la chaleur humide de la ville. La galerie où travaillait Nora n'était pas à proprement parler une galerie. C'était un magasin d'encadrement avec des prétentions. Une boutique étroite coincée entre un réparateur de montres fermé et un endroit qui vendait des smoothies à 30 $ à des hommes en gilet. Et ça s'appelait Astor & Vane, parce que le propriétaire croyait qu'un nom chic pouvait augmenter le prix d'un passe-partout. Nora a déverrouillé le grand rideau de fer, l'a soulevé dans un cliquetis et est entrée dans un air qui sentait la sciure, l'huile de lin
et le thé à la menthe que sa patronne buvait au galon. « Tu es en retard », a dit Priya, sans lever les yeux de la scie à onglet. « De 4 minutes. Ce qui pour toi est pratiquement une urgence. »« Tu t'es encore laissé distraire en dessinant quelqu'un ?»« Non, » a dit Nora. « Tu as cette tête. Je n'ai pas de tête. Tu as la tête. Celle où tu es tombée un peu amoureuse d'un inconnu pendant 6 arrêts. Et maintenant tu dois faire semblant de t'intéresser au papier de soie sans acide. » Priya a posé la scie et a relevé ses lunettes de sécurité dans ses boucles. Elle avait 50 ans. Elle était aussi affûtée que ses propres lames. Et elle avait embauché Nora, il y a 3 ans, sur la base de rien d'autre qu'un portfolio et une intuition. « Laisse-moi voir. Il n'y a rien à voir. » Nora a soupiré, a ouvert le carnet de croquis et l'a retourné. Priya est devenue silencieuse. C'était le signe. Priya n'était jamais silencieuse. Priya narrait son propre déjeuner. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que Nora change de pied et regarde le sol. « D'accord, » a dit Priya enfin, doucement. « D'accord, ce n'est pas rien. » Elle a pris le carnet, l'a incliné vers la lumière de la fenêtre. « Qui est-ce » ? Aucune idée. Un homme dans le train. Il ressemble à quelqu'un. Ils ressemblent tous à quelqu'un. C'est tout le problème. Nora s'est arrêtée parce que la cloche au-dessus de la porte avait tinté. Une livraison était arrivée, et la mécanique ordinaire de la journée a repris son cours, avalant le moment tout entier. Elle n'a plus pensé à l'inconnu du reste de l'après-midi. Elle a coupé des passe-partout. Elle a remplacé la vitre d'une aquarelle pour une femme qui a pleuré dessus. Elle a mangé une triste salade de bureau sous le ventilateur. Et quand la lumière est devenue dorée et longue sur le plancher, elle a balayé, a fermé le rideau de fer et a pris le train pour rentrer chez elle. Elle habitait un appartement sans ascenseur au 4e étage à Sunset Park. Elle le partageait avec une issue de secours pleine des plants de tomates de sa mère et un chat qui n'appartenait à personne. Elle a scotché le croquis du jour au mur avec tous les autres. Elle s'est fait du thé. Elle a dormi. Elle n'avait aucune idée que pendant son sommeil, le dessin lui avait échappé. Voici comment c'est arrivé. Bien que Nora ne l'apprendrait que 2 jours plus tard, Priya, seule dans la boutique après la fermeture, n'avait pas pu reposer le carnet de croquis. Elle avait photographié la page juste pour elle, juste parce qu'une belle chose méritait d'être conservée. Et parce que les pouces de Priya bougeaient plus vite que son jugement, elle l'avait posté sur le petit compte social endormi de la boutique avec 3 mots, « Le don de mon employé ». Elle n'avait rien tagué. Elle s'attendait aux 11 j'aime habituels. À minuit, la photo avait été partagée 4000 fois. À 2 heures du matin, elle avait été capturée, repostée, dépouillée de sa légende et de son crédit. Elle avait été lâchée dans le courant bouillonnant et anonyme d'Internet. Là, elle a acquis une vie que Nora ne lui avait jamais demandé d'avoir. Quelqu'un a écrit en dessous. « Celui qui a dessiné ça comprend quelque chose sur la solitude que je ne peux pas expliquer. » Quelqu'un d'autre a écrit « C'est le visage le plus honnête que j'ai vu de toute l'année. » Il a voyagé. Il s'est multiplié. Et quelque part dans ce courant, dans un bureau à 40 étages, au-dessus de l'avenue même où le train de Nora avait grondé, un jeune assistant marketing nommé Devon a vu le dessin à 3 heures du matin. Il aurait dû être en train de finir une présentation. Il s'est redressé d'un coup et a murmuré « Oh mon Dieu, c'est lui !» parce que Devon savait exactement qui était l'homme sur le dessin. Nora a été réveillée par son téléphone, qui vibrait jusqu'à tomber de la table de nuit. Il était 6h40 du matin. Le soleil d'été était déjà blanc et impitoyable contre les stores. L'issue de secours sentait les feuilles de tomates chaudes et le bacon matinal de quelqu'un. Et son téléphone n'arrêtait pas de sonner. 14 appels manqués. Le nom de Priya, encore et encore. Puis un texto en majuscule qui disait simplement « Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi ». Et en dessous, on voyait 4 minutes plus tard « Allume les infos ». Non, attends, ne le fais pas. Il n'y a pas le temps. Appelle, c'est tout. Nora a appelé. « Où es-tu » a dit Priya, avant même que la sonnerie ne finisse. « Au lit. » Priya. « Il n'est même pas 7 heures. Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai besoin que tu ne te mettes pas en colère. » Nora s'est assise. En 3 ans, elle n'avait jamais entendu Priya dire ces mots. Pourquoi serais-je en colère? Il y a eu un bruit au téléphone, comme si Priya se couvrait le visage avec la main. Alors? D'accord. Alors? J'ai peut-être posté ton dessin hier soir. Juste sur la page de la boutique. Juste parce qu'il était magnifique et que je suis fier de toi. Et j'ai la maîtrise de soi d'un raton laveur. Et Nora, ça a fait un truc. Ça a fait un très gros truc. Gros comment? Nora était déjà debout, traversant le sol froid jusqu'à la fenêtre,
tirant le store. Priya, grosse comment? Tu as regardé devant ton immeuble? Pourquoi je ferais ça? Pas ton immeuble, regarde ton téléphone. Regarde n'importe quoi, Nora. C'est sur Times Square. Le mot n'a pas tout de suite fait sens. Il est resté là, en suspens dans l'air. Étranger, absurde. Qu'est-ce qui est sur Times Square? Ton dessin, a dit Priya. Et sa voix s'est brisée d'une manière que Nora ne lui avait jamais entendue. Mirieuse, mi-terrifiée. Ton dessin est sur Times Square. Il fait 4 étages de haut. Il est sur le grand écran. Celui au-dessus il est sur l'immeuble, Nora. Il a été affiché il y a 1 heure, et je ne sais pas qui l'a mis là. Et personne d'autre non plus. Et toute la ville essaie de savoir qui l'a dessiné. Et la page de la boutique a 90 000 nouveaux abonnés depuis que je me suis réveillé. Et il y a 2 camions de journalistes devant le magasin, et je me cache à l'arrière avec le thé à la menthe. Et j'ai besoin que tu viennes ici tout de suite. Nora ne se souvenait pas d'avoir raccroché. Elle ne se souvenait pas d'avoir enfilé la chemise en lin de la veille, encore tachée de peinture, ni du trajet en train air avec son cœur qui battait contre ses côtes, ni du changement, ni des escaliers. Ce dont elle se souvenait, ce dont elle se souviendrait toute sa vie, c'était de sortir de terre à la 42e rue, dans le vacarme et l'éblouissement d'un matin de juillet à Times Square, et de lever les yeux, et de voir sa propre main la regarder en retour. C'était là, énorme, impossible. Le visage de l'inconnu, son inconnu, ses 9 arrêts d'observation, la mâchoire fatiguée et les yeux méfiants, et la solitude qu'elle avait trouvée et épinglée sur la page, brillant sur 4 étages de haut, sur le grand écran incurvé au-dessus de la foule. Plus brillant que le soleil, plus brillant que les publicités pour les parfums, les baskets et les spectacles. Et en dessous, en lettres blanches et nettes qu'elle n'avait pas écrites et ne reconnaissait pas. 5 mots. Connaissez-vous cet homme? La foule en bas s'était arrêtée. Des touristes avec leur téléphone levé. Des navetteurs qui ne s'arrêtaient jamais pour rien. Arrêtés. Un homme vendant de l'eau fraîche dans une glacière avait posé sa bouteille et regardait vers le haut, la bouche ouverte. Et Nora se tenait au milieu de tout ça, petite, tachée de peinture et vide d'incrédulité. Elle regardait la chose la plus intime qu'elle ait jamais créée, suspendue, nue, au coin le plus bruyant du monde. Et la première pensée cohérente qui a émergé à travers le rugissement dans ses oreilles n'était pas la fierté, ni la peur. C'était « Je n'ai jamais donné la permission à personne ». C'est incroyable, a soufflé une femme à côté d'elle, le téléphone levé. Vous imaginez être la personne qui a dessiné ça? Non, a dit Nora d'une voix faible. Non, je ne peux vraiment pas. Son téléphone a de nouveau vibré. Priya. Elle l'a laissé sonner. Elle ne pouvait pas bouger. Elle se tenait dans le tourbillon de la foule, le cou tendu en arrière et le soleil brûlant, blanc, derrière l'écran. Et elle regardait son inconnu regarder la ville. Et elle a compris avec une certitude lente, froide et pesante, que quoi que ce soit, c'était déjà bien trop grand pour qu'elle puisse le reprendre. Le dessin n'était plus à elle. Peut-être ne l'avait-il jamais été. Mais la vérité qu'elle avait trouvée dans le visage de cet homme, la solitude qu'elle avait volée à la Loyale pendant 9 arrêts d'un train, c'était une chose privée, entre son crayon et une personne qui ne savait pas qu'elle avait été vue. Et maintenant, c'était public. Et maintenant, toute la ville voulait son nom. Et quelque part dans cette ville, il allait se réveiller, lever les yeux et se voir comme elle l'avait vu. Et il n'avait pas non plus donné sa permission. Cette pensée, qu'il était là, que cette histoire avait une deuxième victime, fut celle qui a finalement fait bouger ses pieds. Elle s'est retournée pour partir, pour courir, pour rejoindre la boutique et Priya, pour trouver un coin du monde qui avait encore un sens. Et c'est à ce moment-là qu'elle a percuté de plein fouet un mur d'hommes en costume anthracite. Il était arrivé derrière elle sans un bruit. Il n'a pas chancelé quand elle l'a heurté. Il a tendu une main pour stabiliser son coude avec les réflexes de quelqu'un habitué à rattraper les choses avant qu'elles ne tombent. « Je suis tellement désolé », a commencé Nora. Elle a levé les yeux. C'était lui. C'était l'inconnu du train. La mâchoire fatiguée. Les yeux méfiants. Pas mi-clos maintenant, mais grands ouverts et fixés sur la version de 4 étages de son propre visage. Il était vidé de toute couleur. La solitude qu'elle avait dessinée n'était rien à côté de la chose brute qui se déplaçait sur ses traits, en chair et en os. Il n'a pas regardé Nora. Il a regardé l'écran, et quand il a finalement parlé, sa voix était basse, précise et absolument égale.
de la manière dont seules les voix des gens très contrôlés sont égales quand le sol s'ouvre sous leurs pieds. « Qui a fait ça ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'était une exigence adressée à tout Manhattan. La bouche de Nora était devenue sèche comme de la craie. Chaque instinct honnête qu'elle avait, le même instinct qui lui faisait dessiner la vérité d'un visage au lieu de le flatter, lui est monté à la gorge et lui a dit de le dire. « C'est moi. Je vous ai dessiné. Je suis désolé. » De toute sa vie, elle n'avait jamais pu mentir à un visage qu'elle avait étudié d'aussi près. Elle savait exactement où sa mâchoire se crisperait, et elle l'a regardé se crisper maintenant. Les mots sont montés à mi-chemin. Et puis son téléphone a sonné. Il a répondu sans détourner les yeux de l'écran, sans relâcher son coude, comme s'il avait oublié que sa main était là. Oui, le muscle de sa mâchoire, encore. Je le regarde en ce moment, Marcus. Je suis juste en dessous. Une autre pause, plus longue, et Nora a vu quelque chose de terrible et de froid s'installer sur ses traits. Non, non, je ne l'ai pas autorisé. Bien sûr que je ne l'ai pas autorisé. Pourquoi mettrais-je mon propre visage? Il s'est arrêté. Ses yeux se sont fermés brièvement. Combien de médias? Combien? Le nombre, quel qu'il soit, a fait que sa main s'est resserrée un peu plus sur son bras. Trouve qui a acheté cet écran. Je veux la facture sur mon bureau dans 1 heure, et je veux savoir qui je suis. Il s'est de nouveau arrêté, et cette fois, lentement, comme si la pensée venait juste d'arriver, il a tourné la tête. Il a baissé les yeux vers la femme qu'il tenait par le coude. La femme en chemise de lin tachée de peinture. La femme qu'il avait remarquée moins d'1 seconde dans un train la veille, en train de rire. Ses yeux ont parcouru son visage avec la vitesse d'un homme très, très doué pour faire des liens. Et Nora a vu la reconnaissance arriver. Pas la certitude, pas encore, mais la première étincelle froide d'un soupçon. Et elle a su, avec la clarté nauséeuse de quelqu'un qui regarde une vague déferler au-dessus de lui, que dans environ 4 secondes, cet inconnu allait comprendre exactement qui avait dessiné sa solitude, pour que toute la ville la voie. « Marcus », a-t-il dit au téléphone sans la quitter des yeux. « Je te rappelle, il a baissé le téléphone. Vous étiez dans le train, a-t-il dit. Ce n'était pas non plus une question. Le cœur de Nora battait si fort qu'elle pensait qu'il devait le sentir à travers son bras. Autour d'eux, la foule tourbillonnait et rugissait, indifférente. 10 000 personnes qui ne savaient pas que l'homme sur l'écran se tenait sur le trottoir, que l'artiste et le sujet s'étaient trouvés à l'endroit exact où la chose avait été accrochée. Un groupe de touristes est passé entre eux, et un chariot de nourriture. Un klaxon a répondu à un klaxon, qui a répondu à un klaxon. L'odeur des pretzels, de l'asphalte chaud et du diesel les a enveloppés. Ils se tenaient là, enfermés dans la petite et terrible bulle de ce qu'elle avait fait. Oui, a dit Nora, parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait pas mentir à ce visage. Vous étiez assise en face de moi, en lin. Ses yeux se sont posés sur sa chemise, la peinture, le graphite incrusté sur le côté de sa main droite, là où il était toujours. La main d'une personne qui dessine. Vous aviez un carnet de croquis. Oui? Montrez-moi vos mains. Quoi? Elle est restée égale, calme, chirurgicale. S'il vous plaît. Et parce qu'elle avait passé toute sa vie à croire que l'honnêteté était la seule chose qui comptait, Nora a retourné sa main droite. Elle lui a montré la tache gris argentée, usée sur le bord de sa paume, la callosité sur son majeur. La petite preuve permanente de 10 000 visages volés. Il a regardé sa main pendant un long moment. Quand il a relevé les yeux vers elle, la solitude qu'elle avait dessinée avait complètement disparu de son visage. À sa place, il y avait quelque chose pour lequel elle n'avait pas de crayon. Quelque chose d'acculé et de furieux, et en dessous, si exposé qu'elle a dû lutter contre l'envie de s'excuser d'avoir des yeux. « C'est vous qui avez fait ça », a-t-il dit. « Non. Le mot est sorti trop vite. Je l'ai dessiné. Je n'ai pas, je n'aurai jamais, je ne sais même pas qui vous êtes. Quelqu'un l'a affiché là-haut. Je vous jure, je n'aurai jamais de ma vie, vous ne savez pas qui je suis, a-t-il répété. Et quelque chose dans la façon dont il l'a dit lui a indiqué que la phrase l'avait mal touché, qu'elle avait heurté une vieille blessure qu'elle ne pouvait pas voir. Un son bref et incrédule lui a échappé, presque un rire, qui n'avait rien de drôle. Vous avez dessiné ça et l'avez accroché sur Times Square. Et vous me dites que vous ne savez même pas quel visage vous étiez en train de vendre. Je ne vendais rien. Maintenant, sa voix s'est élevée, se brisant contre le bruit. Quelques têtes se sont tournées. Elle l'a baissée, féroce et tremblante. Je dessine des gens, des inconnus dans le train, dans le parc, n'importe où. J'ai une boîte à chaussures pleine d'eux.
Et pas une seule personne n'a jamais vu son propre dessin parce que je ne les montre jamais à personne. C'était tout le principe. Et ma patronne l'a posté sans me le demander, et maintenant je ne sais pas comment il est arrivé là-haut. Je n'ai pas fait cette partie. Je vous le jure sur tout ce que vous voulez. Je n'ai pas fait cette partie. Il l'a étudié. Il était doué pour étudier les gens. Elle a vu que c'était une chose qu'ils avaient en commun, et elle détestait l'avoir remarqué. La foule s'écoulait autour d'eux, et l'écran brûlait au-dessus de leur tête. Quelque part, un camion de journalistes tournait sûrement déjà dans la 42e rue, vers le tourbillon de téléphone. Et l'homme au costume anthracite a regardé Nora Bellamy. C'était comme s'il essayait de décider si elle était la pire chose qui lui soit arrivée depuis des années, ou simplement la plus étrange. « Quel est votre nom » a-t-il dit finalement. Elle a hésité. Tout en elle lui disait que donner son nom à cet homme était le point de non-retour. Que dès qu'il l'aurait, il n'y aurait plus de boîte à chaussures, plus de train anonyme, plus de 4e étage tranquille avec les plants de tomates. Que toute sa vie privée et soigneusement construite reposait sur cette seule syllabe. Derrière lui, le grand écran a clignoté au changement de cycle publicitaire. Et le dessin n'a pas changé avec lui. Il est resté. Celui qui avait acheté cet écran l'avait acheté pour toute la matinée. Connaissez-vous cet homme? Flamboyait au-dessus des têtes de 10 000 inconnus. Et l'homme lui-même se tenait devant elle, attendant. Et Nora a compris qu'il n'y avait aucune version des 5 prochaines minutes où elle pourrait rester invisible. « Nora » a-t-elle dit. « Nora Bellamy. Nora Bellamy. » Il l'a dit comme il avait dit le reste. Égal. Précis. Le classant quelque part derrière ses yeux méfiants qu'elle avait passé 9 arrêts à apprendre par cœur. Il a enfin relâché son coude, a reculé d'un demi-pas et a mis la main dans sa veste. Et pendant un instant fou, elle a pensé qu'il allait lui tendre une carte, comme si tout cela pouvait se régler avec une carte. Au lieu de cela, son téléphone s'est de nouveau allumé dans sa main, encore et encore. Marcus, et un nom qui disait juste « conseil », et un nom qui disait juste « mère ». Et elle l'a regardé jeter un coup d'œil à l'écran et faire un calcul interne froid sur à quel point la situation empirait de minute en minute. « Avez-vous la moindre idée ?» a-t-il dit très doucement, sans lever les yeux du téléphone, « de ce que vous m'avez fait ?» Et avant que Nora ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse dire que non, elle ne savait pas, vraiment pas, qu'elle avait seulement voulu capturer la seule chose vraie et solitaire dans le visage d'un inconnu, et laisser l'inconnu tranquille avec ça. Une femme en tailleur était soudain à son épaule, essoufflée, un badge pendant à son cou, disant « Monsieur Sinclair, nous devons partir. Ils arrivent. Il y a la presse au coin de la rue, et votre mère a déjà appelé le bureau 2 fois. » Et le nom a frappé Nora comme de l'eau froide dans le dos. Sinclair. Elle connaissait ce nom. Tout le monde en ville connaissait ce nom. Il était sur un immeuble à 4 rues au nord, et sur une aile du musée où elle avait suivi un cours gratuit le vendredi, et sur la petite plaque de laiton de la bourse qui, il y a 6 ans, avait payé discrètement et anonymement la dernière année d'école d'art qu'elle n'aurait pas pu finir autrement. L'inconnu du train était Julian Sinclair, et elle venait d'accrocher sa solitude sur Times Square. Il l'a regardée une dernière fois, un long regard indéchiffrable, acculé. Puis la femme au badge l'a guidé dans la foule. Et la dernière chose qu'il a dite n'était pas à Nora du tout, mais au téléphone pressé contre son oreille. Et ce n'était que 4 mots, mais ils l'ont suivi dans le métro, jusqu'à chez elle, et à chaque heure des jours qui ont suivi. Découvrez tout sur elle. Le nom l'a suivi dans les escaliers du métro et ne l'a pas lâché. Nora a pris le train R en direction de Wall Street, les genoux serrés et son carnet de croquis agrippé à sa poitrine comme quelque chose qui pourrait lui être enlevé. Et chaque téléphone dans le wagon semblait montrer le même visage de 4 étages. Un adolescent 2 sièges plus loin a montré son écran à son ami. « Yo, ils ne savent toujours pas qui est ce type », a-t-il dit. « Ça fait toute la matinée que c'est affiché. Toute la ville devient folle. » Son ami s'est penché. « Mec, il a l'air si triste. Pourquoi a-t-il l'air si triste? »« Parce que je l'ai fait paraître ainsi, » pensa Nora. Et elle a pressé son front contre la vitre fraîche et rayée, et le train a hurlé dans l'obscurité. La boutique était pire que ce que Priya avait dit. Les 2 camions de journalistes étaient devenus 4, garés en double file avec leurs antennes satellites dépliées comme les antennes d'énormes insectes. Et un groupe de personnes se tenait sur le trottoir chaud devant Astor et Vane, les téléphones levés vers la vitrine sombre, comme si la boutique d'encadrement elle-même
pouvait faire quelque chose qui vaille la peine d'être filmé. Un jeune homme en polo interviewait le vendeur de smoothies d'à côté. Nora a baissé la tête, a traversé le bord de la foule avec son épaule tachée de peinture, et s'est glissée par la porte de service dans la ruelle qui sentait les ordures chaudes et la pluie de la veille. Priya était assise sur une caisse de lait, retournée dans l'arrière-salle. Elle tenait une tasse de thé à la menthe refroidie à deux mains. Quand elle a vu Nora, elle s'est levée si vite que le thé a débordé sur ses doigts. « Ne dis rien », a dit Priya. « Ne dis rien pour l'instant. Laisse-moi. Je dois le dire en premier. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais de ma vie été aussi désolé. J'ai fait une chose stupide, irréfléchie, digne d'un raton laveur. Et je me couperai les pouces pour revenir en arrière. Sauf qu'alors je ne pourrai plus rien encadrer. Et Nora, pourquoi ne me cries-tu pas dessus? Parce que tu le fais déjà pour nous deux. » Nora a posé le carnet de croquis sur l'établi, très doucement. Dès la manière dont on pose quelque chose, après l'avoir porté longtemps. Priya, l'homme sur le dessin. Il m'a trouvé. La tasse s'est arrêtée à mi-chemin de la bouche de Priya. Il a quoi? Sur Times Square. Je lui suis rentré dedans. Littéralement rentré dedans, poitrine la première, comme dans un dessin animé. Un rire sans fond est sorti de Nora. C'est lui, Priya, l'inconnu. Et il n'est pas n'importe qui. Son nom est Sinclair. Le visage de Priya a fait une chose lente et compliquée. Sinclair comme l'immeuble. Sinclair comme l'immeuble. Sinclair comme l'aile du musée. Sinclair comme... Nora s'est arrêtée, parce que la dernière était la sienne, et elle n'était pas prête à le dire à voix haute. La bourse. L'enveloppe anonyme il y a 6 ans qui lui avait permis de finir. Julian Sinclair. Et il pense que c'est moi qui l'ai fait. Il pense que j'ai accroché son visage là-haut exprès pour. Je ne sais même pas, pour le vendre, pour l'utiliser. Alors on lui dit la vérité. Je lui dis que c'était moi. C'était 100% moi. Je me tiendrai sous l'écran et je confesserai devant chacune de ces caméras. Il a demandé à voir mes mains, a dit Nora. Priya est redevenue silencieuse. Dehors, étouffée par le mur, la voix d'un journaliste montait et descendait. Il a demandé à voir mes mains, a répété Nora, plus doucement. Elle a tourné sa paume droite vers le haut entre elles, de sorte que la tache gris argentée a attrapé la lumière de l'ampoule nue au-dessus. Et je lui ai montré parce que je ne peux pas. Tu sais que je ne peux pas mentir à un visage que j'ai dessiné. Je connais ce visage mieux que le mien. Je pourrais te dire de quel côté il mâche. Je pourrais te dire qu'il tourne sa montre vers l'intérieur pour que personne ne voie la marque. Elle a fermé la main. Il m'a regardé comme si je l'avais volé. Tu n'as volé personne. Priya a traversé la petite pièce et a pris Nora par les 2 épaules. Thé et tout. Tu as fait quelque chose d'honnête. C'est moi qui l'ai laissé sortir. Quoi qu'il arrive par cette porte, ça passera par moi d'abord. Tu m'entends? La cloche au-dessus de la porte d'entrée a tinté. Elles se sont toutes les 2 figées. Elle a de nouveau tinté. Quelqu'un secouait le rideau de fer verrouillé. Puis une voix est venue, étouffée et nette à travers la vitre. Une voix de femme, du genre qui n'a jamais eu à demander 2 fois dans sa vie. « Je sais que vous êtes là », a dit la voix. « Je vois la lumière. Je m'appelle Eleanor Sinclair, et vous allez vouloir me parler avant de parler à n'importe laquelle de ces caméras. Ouvrez la porte. » Priya a murmuré le nom. Nora a secoué la tête, un petit mouvement impuissant, et est allée ouvrir la porte. Eleanor Sinclair n'est pas entrée comme une cliente entre. Elle est arrivée. Elle avait peut-être 65 ans et était bâtie comme un parapluie fermé, étroite, pliée et pointue, dans un tailleur d'été, couleur os, qui n'avait jamais connu un pli. Et elle a franchi le seuil de la boutique d'encadrement, comme si elle lui faisait une faveur, en salissant ses chaussures. Derrière elle, la foule s'est pressée, et une 12aine de caméras se sont tournées vers la porte ouverte. Elle a dit quelque chose à voix basse, par-dessus son épaule, à un homme en costume sombre. Il a tiré le rideau de fer à mi-hauteur derrière elle. La boutique est devenue sombre, confinée et sienne. « Lequel de vous, a dit Eleanor, a dessiné mon fils ?» L'odeur de menthe poivrée de la boutique semblait soudain très forte. Priya a ouvert la bouche. Nora l'a devancée. « C'est moi, a dit Nora. Eleanor a tourné tout le poids de son attention sur Nora. C'était comme se tenir devant un réfrigérateur dont la porte est ouverte, ce flux plat et froid. Ses yeux ont parcouru le lin taché de peinture, la main couverte de graphite, les baskets bon marché. Et Nora l'a regardé tout classé, le même tri rapide et impitoyable qu'elle avait vu chez Julian sur le trottoir. Et elle a compris que le fils l'avait appris quelque part. « Combien ?» a dit Eleanor. « Pardon ?»
Combien voulez-vous? Tous ceux qui se sont approchés de ma famille sont arrivés avec un chiffre en tête, ma chère. Alors ne faisons pas semblant d'être timides. Vous avez eu? Elle a jeté un coup d'œil à une fine montre en or, portée vers l'extérieur, le cadran fièrement visible, peut-être 5 heures de la publicité gratuite, la plus précieuse de Manhattan. Donnez votre chiffre, puis donnez vos conditions pour retirer cette chose et ne plus jamais dessiner une seule ligne de votre vie. Et mon bureau fera le chèque avant le déjeuner. Il n'y a pas de chiffre, il y a toujours un chiffre. Pas pour ça. Nora a entendu sa propre voix trembler et l'a détesté, mais a continué. Je ne l'ai pas affiché. Je ne voulais pas qu'il soit affiché. Je donnerais n'importe quoi pour qu'il soit retiré. J'ai passé tout le trajet en train à essayer de trouver comment le faire retirer. Vous voulez qu'il disparaisse? Moi aussi. Nous voulons la même chose. Et je ne veux pas un seul dollar de votre argent pour le vouloir. Quelque chose a vacillé derrière le regard froid et vide d'Eleanor. Pas de la chaleur, rien d'aussi doux, mais un nouveau calcul. Le petit réajustement d'une femme qui s'était préparée à un type d'adversaire et en avait rencontré un autre. Elle a laissé le silence s'installer. De la manière dont les gens qui ont appris que le silence argumente pour eux le font. Vous vous attendez à ce que je croie, a-t-elle dit enfin, qu'une fille dans une boutique d'encadrement a simplement dessiné par hasard le seul visage de cette ville qu'un certain type de personne paierait très cher pour voir humanisé, et que ce croquis est simplement apparu par hasard, sur 4 étages de haut, au carrefour le plus fréquenté de la planète, et que vous, l'artiste, celle dont le nom est maintenant en tendance à côté du sien, n'avez absolument rien à voir avec la deuxième partie? Oui, a dit Nora. C'est exactement ce que j'attends que vous croyiez, parce que c'est la vérité. La vérité. Eleanor a prononcé le mot comme elle tiendrait un cadre mal étiqueté. Mon fils croit aussi en la vérité. Cela lui a coûté très cher, et cela lui coûtera plus cher avant qu'il n'apprenne. Et je ne resterai pas là à regarder ma fille. Ses yeux sont de nouveau allés à la peinture, les baskets, la boîte à chaussures visible sur l'étagère derrière Nora, avec son couvercle de travers et ses bords usés. Une collectionneuse de visages en faire un projet. Il n'est pas un projet. Il n'est pas un homme seul pour que vous ayez pitié de lui dans un train. Quoi que vous ayez vu, vous ne l'avez pas vu lui. Vous avez vu un inconnu, et vous n'aviez aucun droit sur tout ça. Et voilà, la même blessure, frappée au même endroit, que Nora avait vu s'ouvrir chez Julian sur le trottoir, quand elle avait dit « Je ne sais même pas qui vous êtes ». Mère et fils, tressaillant tous les deux au même endroit. Elle l'a enregistré sans le vouloir. C'était ce qu'elle faisait. « Vous avez raison », a dit Nora doucement. « Je n'avais aucun droit. Je le sais. C'est la seule partie de tout ça que je comprends vraiment. » Pendant une demi-seconde, Eleanor Sinclair l'a regardée, comme si elle allait, contre toute intention, dire quelque chose de vrai. Puis l'homme au rideau de fer a murmuré « Madame Sinclair, 2 heures. » Et la porte est redescendue sur son visage comme un rideau. « Mon bureau appellera cette boutique avant 5 heures, » a dit Eleanor, lissant un poignet qui n'en avait pas besoin. « Vous prendrez l'argent, ma chère, parce que les gens comme vous le font toujours. Et parce que l'alternative est que les gens de mon fils passent une semaine à apprendre des choses sur votre vie que vous préféreriez de loin qu'ils n'apprennent pas. Ou que le monde a une boîte à chaussures. » Son regard s'est délibérément posé sur la véritable boîte à chaussures sur l'étagère. Certaines en ont simplement plus que d'autres. Elle est partie. Le rideau de fer a cliqueté en se relevant. Les caméras ont rugi. L'homme en costume sombre lui a ouvert un chemin. Et la boutique d'encadrement n'était soudain plus qu'une boutique d'encadrement. Petite, sombre, et sentant la menthe poivrée froide et la sciure. Avec 2 femmes, se tenant très immobiles à l'intérieur. « D'accord », a soufflé Priya. « D'accord, je l'ai détestée, et je n'ai jamais autant voulu l'approbation de quelqu'un de ma vie. Comment fait-elle ça ?»« L'habitude », a dit Nora. Ses mains tremblaient. Elle les a pressées à plat sur l'établi pour les arrêter. « Priya, qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Apprendre des choses sur ma vie. Quelle chose ? Il n'y a rien. J'ai des plants de tomates et un chat qui n'est même pas à moi. Elle veut dire que c'est une menace. Et les menaces n'ont pas besoin d'être vraies pour fonctionner. » Priya s'est frotté le visage. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Nora a regardé la boîte à chaussures sur l'étagère. Tous ces visages volés, tous ces gens qui n'avaient jamais su. Elle avait construit toute une vie tranquille, sur le principe que tu prends la vérité et tu laisses la personne tranquille. Et en une seule matinée, le principe avait été retourné et accroché sur Times Square.
Et maintenant, une femme en tailleur couleur os promettait de la démolir pour ça. Je dois lui parler, a dit Nora. Pas à elle, à lui, le vrai. Il a demandé à voir mes mains, Priya, ce qui signifie qu'une partie de lui voulait une preuve. C'est la seule partie de n'importe qui dans toute cette histoire avec laquelle je peux travailler. Tu ne sais pas où il est. Le téléphone de Nora a vibré contre l'établi. Un numéro inconnu, un texto, 4 mots qui lui ont glacé le sang dans la chaleur de juillet. Voiture dehors. Il vous recevra. Nora a regardé Priya. Priya a regardé le téléphone. C'est soit la meilleure, soit la pire chose qui soit arrivée aujourd'hui, a dit Priya. Et je suis sincèrement incapable de dire laquelle. La voiture était longue, sombre et froide comme une chambre froide à l'intérieur. Elle a transporté Nora 4 rues au nord jusqu'à l'immeuble Sinclair, devant lequel elle était passée 100 fois sans jamais lever les yeux. De la manière dont on ne lève pas les yeux sur les choses qui n'ont rien à voir avec vous. Elle a levé les yeux maintenant. Il montait dans le ciel blanc de l'été et continuait de monter. Le hall était tout en pierre pâle et l'eau coulait silencieusement le long d'une plaque. Et la femme au badge de Times Square attendait près des tourniquets avec un badge visiteur déjà imprimé. Nora Bellamy en lettres capitales, comme s'ils avaient su qu'elle venait avant elle. Dana, a dit la femme, en attachant le badge au col de Nora sans demander. Elle était jeune, vive et avait la compétence épuisée spécifique d'une personne qui gérait les catastrophes pour vivre. Je vais vous dire 3 choses dans l'ascenseur et ensuite je vais arrêter de parler. Prête? 1. Ne vous asseyez pas avant qu'il ne s'assoie. 2. Quoi que vous ayez vu sur cet écran, ne le lui décrivez pas. On le lui a décrit 90 fois ce matin, et chaque fois me prend 1 an de vie. 3. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur leurs 2 reflets. Dana, nette et grise. Nora, froissée, tachée de peinture et pâle. Dana l'a regardé de côté, et quelque chose de presque humain a traversé son visage. 3. Il n'est pas ce que l'immeuble vous fait penser qu'il est. C'est tout. C'est la 3e chose. Les portes se sont ouvertes au 40e étage. Son bureau n'était pas la forteresse à laquelle Nora s'était préparée. Il était calme et plein de cette lumière dure et haute. Tout le mur était en verre. Et Julian Sinclair se tenait devant, le dos à la porte, les mains dans les poches. Il regardait la ville qui, à ce moment précis, le regardait. Il avait enlevé sa veste. La montre était toujours tournée vers l'intérieur de son poignet. Sur l'énorme bureau vide derrière lui, se trouvait un seul objet, incongru et humain. Une tasse en émail ébréché, bleu pâle, du genre qu'on trouverait dans un restaurant. Et cela a plus déstabilisé Nora que tout ce qu'Eleanor avait dit. Elle n'avait pas dessiné ça. Elle n'avait pas su ça. Il y avait des choses sur cet homme qu'elle avait mal comprises. « Vous êtes venu vite », a-t-il dit sans se retourner. « Vous avez envoyé une voiture. Les gens disent encore non aux voitures. » Il s'est alors retourné. Dans la lumière crue, il avait l'air pire que sur le trottoir, creusé sous les yeux. Et Nora a dû lutter contre le réflexe de le cataloguer. « Asseyez-vous, mademoiselle Bellamy. » Elle est restée debout. « Votre mère est venue à la boutique. » Ça l'a atteint. Elle l'a vu atterrir, a vu la mâchoire faire la chose qu'elle savait qu'elle ferait, la petite tension à la charnière gauche. « Bien sûr qu'elle l'a fait, » a-t-il dit très calmement. « Qu'est-ce qu'elle vous a offert? Un chèque avant le déjeuner et une menace avant 5 heures. » Nora a levé le menton. « J'ai refusé le chèque. Je n'ai pas encore trouvé quoi faire de la menace. Il l'a étudiée comme il l'avait étudiée dans la rue, cette intelligence de tri rapide. Et cette fois, elle s'est forcée à rester immobile sous son regard, au lieu de s'excuser d'avoir des yeux. Quelque part en dessous d'eux, la ville faisait son énorme bruit étouffé à travers la vitre. 10 000 klaxons, moteurs et voix pressées en un seul bourdonnement grave. « Vous avez refusé l'argent, a-t-il dit. Pourquoi? Parce que le prendre signifierait que je l'ai fait pour l'argent. Et je ne l'ai pas fait du tout. » Elle a fait un pas vers le bureau, vers la tasse bleue ébréchée, qui n'avait rien à faire dans cette pièce. « Monsieur Sinclair, j'ai besoin que vous entendiez la vraie version, toute la version. Parce que tout le monde dans votre vie va vous en donner une version contre laquelle il est plus facile d'être en colère. Et je préférerais que vous soyez en colère contre la vraie. Je dessine des inconnus dans les trains. Je le fais depuis que j'ai 19 ans. J'ai un visage par jour si j'ai de la chance. Et je regarde ce visage jusqu'à ce que je trouve la seule chose vraie que la personne essaie de ne pas montrer. Et je la mets sur papier. Et puis je rentre chez moi et je la scotche à un mur. Et la personne ne le sait jamais, jamais. Pas une seule fois en 8 ans. Aucun d'entre eux n'a jamais vu son propre portrait. Sa voix tremblait de nouveau, et elle l'a laissé faire.
Vous étiez celui d'hier. C'est tout ce que vous étiez censé être. Le visage d'hier sur mon mur, à côté d'un chauffeur de bus, d'une mariée et d'un garçon avec un dinosaure en plastique. Et aucun de vous ne m'aurait jamais rencontré. Ma patronne a pris une photo sans demander. C'est tout le crime. Tout ce qui a suivi. L'écran. Les mots. Celui qui a mis ces mots-là. Je ne sais pas. Je vous le jure sur la seule chose que j'ai, c'est que je n'ai jamais pu mentir à un visage. Et je ne peux pas mentir au vôtre. Alors regardez-le pendant que je vous le dis. Je ne vous ai pas fait ça. Il a regardé son visage. Il était très doué pour ça. Elle pouvait le voir faire la même chose qu'elle. Chercher le signe, le tressaillement, l'endroit où l'histoire s'effondrerait. Et elle s'est tenue dans la lumière dure et l'a laissé regarder. Parce que pour une fois dans sa vie, c'était elle qui était lue et elle n'avait rien à cacher. « Connaissez-vous cet homme » a-t-il cité doucement. « Vous n'avez pas écrit ça. Je n'ai jamais écrit un mot sous un dessin de ma vie. Je ne les signe même pas. » Quelque chose a bougé en lui alors. Un minuscule relâchement des épaules. Il s'est à moitié détourné, a pris la tasse bleue ébréchée et l'a tenue sans boire. Et Nora a compris qu'elle regardait un homme décider s'il devait la croire, ce qui était une chose plus dangereuse que de ne pas être cru. « Voici mon problème, mademoiselle Bellamy. » Il a reposé la tasse, précisément dans le cercle qu'elle avait laissé. J'ai passé 11 ans à m'assurer que la seule version de moi qui existe en public est celle que j'ai construite exprès. Chaque photographie, chaque citation, la montre tournée. Il a presque souri et il n'y avait rien dedans. Vous avez peut-être remarqué la montre. Quelqu'un dans cette foule ce matin a pleuré. Le saviez-vous? Un homme adulte que je n'ai jamais rencontré s'est tenu sous votre dessin et a pleuré. Parce que vous avez trouvé le mot « c'est coincé » et il s'est forcé à le dire platement. Le désarmant, parce que vous avez dessiné la solitude et y avez mis mon nom. Et maintenant, 4 millions de personnes croient savoir quelque chose de vrai sur moi. Une chose que j'ai passé toute ma vie d'adulte à m'assurer que personne ne connaîtrait jamais. Vous n'avez pas vendu mon visage. Vous auriez fait moins de dégâts si vous l'aviez fait. Vous leur avez donné la seule chose que je ne vends pas. Le silence qui a suivi était la chose la plus bruyante dans la pièce. Je ne savais pas que c'était la vôtre, a dit Nora, la solitude. Je pensais que c'était juste. Je pensais que je dessinais un inconnu. Moi aussi, a dit Julian. Pendant 11 ans. Moi aussi. Et pendant un seul instant non gardé, l'homme du 40e étage ressemblait exactement à l'homme du train. Et la main de Nora a tressailli à son côté, le vieux réflexe, voulant un crayon. Et elle s'est détestée pour ça et a refermé ses doigts. Son téléphone s'est allumé sur le bureau entre eux. Il a baissé les yeux et ce qu'il a lu a changé la température de la pièce de 10 degrés. Marcus a trouvé la facture, a-t-il dit lentement, en lisant. L'égalité de sa voix s'était fragilisée sur les bords. L'écran. Quelqu'un a payé pour le cycle complet du matin à l'avance, il y a 3 jours. Il a levé les yeux vers elle, et la petite chose qui avait presque été de la croyance se refermait, se refroidissait, se durcissait de nouveau en suspicion. Et Nora l'a senti partir comme une porte qui claque dans un courant d'air. « Il y a 3 jours, mademoiselle Bellamy. »« Ce n'est pas possible, » a soufflé Nora. « Je vous ai dessiné hier. Je sais quand vous m'avez dessiné. J'étais là. » Il a posé le téléphone très doucement, ce qui était pire que s'il l'avait jeté. « Quelqu'un a acheté cet écran, 3 jours avant que vous ne posiez le crayon sur moi, ce qui signifie que quelqu'un savait qu'il y aurait un dessin avant qu'il n'y en ait un. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que ce n'était pas un accident et que ce n'était pas le mauvais jugement de votre patronne. Et ce n'était pas Internet qui faisait ce qu'Internet fait. C'était planifié par quelqu'un autour de vous. Ses yeux se sont levés et l'ont cloué sur place. Alors, soit vous êtes la meilleure menteuse que j'ai rencontrée en 11 ans de rencontres avec des menteurs pour vivre, soit vous êtes l'idiote la plus utile qu'on m'ait jamais donnée. Et quelqu'un s'est tenu derrière vous tout ce temps, tenant votre main, dessinant avec elle. La ville bourdonnait sous la vitre. La tasse bleue ébréchée était posée entre eux dans son faible cercle pâle. 3 jours, a répété Nora, et le sol a semblé basculer sous ses baskets. Parce qu'elle était déjà en train de parcourir impuissamment les dernières 72 heures. La boutique, le train, la femme au chapeau de paille, les pouces rapides de Priya, cherchant la main derrière la sienne, et trouvant dans toute cette semaine ordinaire et innocente une seule chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle n'avait pas choisi ce wagon. Quelqu'un lui avait tenu la porte. Nora s'est entendue le dire avant d'avoir décidé de le faire. Quelqu'un a tenu la porte. Julian s'est immobilisé. Quoi?
Hier, le train. Elle a pressé ses doigts contre sa tempe comme si elle pouvait physiquement forcer le souvenir à se préciser. Le train numéro 2 arrivait, et j'étais à 3 wagons de là. Je n'allais pas y arriver. Et un homme s'est tenu dans l'embrasure de la porte avec son bras sur le joint en caoutchouc, tenant les portes. Il me regardait droit dans les yeux. Pas impatient, pas agacé, juste attendant, comme s'il avait tout le temps du monde. Et le train aussi. J'ai couru, je suis monté, et je n'y ai jamais pensé une seule fois. Parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive. Un inconnu qui vous tient un train en juillet, quand tout le monde préférerait vous voir le rater. Elle a baissé la main et l'a regardé. Et le seul siège vide dans le wagon était celui en face de vous. La ville bourdonnait sous la vitre. Julian n'a pas bougé pendant un long moment. Puis il s'est dirigé vers le bureau. Et au lieu de prendre le téléphone, il a de nouveau pris la tasse bleue ébréchée. Il la tournait lentement entre ses doigts. Et elle a réalisé que c'était une chose qu'il faisait avec ses mains, quand son esprit bougeait vite. De la même manière qu'elle cherchait un crayon. « Décrivez-le », a-t-il dit. « Je n'ai pas regardé. C'est toute l'horreur de la chose. Je vous ai regardé pendant 9 arrêts, et je n'ai jamais regardé l'homme qui m'a mise là. » Sa voix s'est brisée, au bord d'un rire sans fond. Grand, une casquette. « Je crois grise. Peut-être qu'il avait un... » Elle a fermé les yeux, le pourchassant. Un sac en toile sur son épaule. Du genre qui se ferme avec un clip. Et il ne transpirait pas. Tout le monde sous terre hier était trempé. Le quai sentait la laverie qui avait abandonné. Julian a posé dans cette embrasure de porte, sec comme un os, tenant un train de 100 tonnes pour moi. Parce que quelqu'un lui a dit de le faire. Parce que quelqu'un lui a dit de le faire, a-t-elle convenu, et les mots avaient un goût de métal froid. Julian a posé la tasse dans son cercle pâle. Précisément. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée, il l'a regardée sans la trier, sans la peser, simplement regarder. 2 personnes qui avaient chacune été déplacées sur un échiquier par une main qu'elle ne pouvait pas voir. Puis le volet est redescendu. « Ça vous aide », a-t-il dit. Vous comprenez qu'une porte tenue aide votre histoire. C'est exactement le détail qu'une personne intelligente inventerait pour se faire passer pour une victime au lieu d'un auteur. Je sais. Elle l'a affronté de front. C'est pourquoi j'ai failli ne pas le dire. Ça sonne comme un mensonge. Je n'ai jamais pu dire quand une chose vraie va sonner comme un mensonge avant qu'elle ne soit déjà sortie de ma bouche. Elle a pris une profonde inspiration. Mais vous avez demandé à voir mes mains ce matin, Monsieur Sinclair, parce qu'une partie de vous voulait avoir tort à mon sujet. Alors voici le reste de mes mains. Quelqu'un a acheté cet écran il y a 3 jours. Quelqu'un a mis un homme sur un quai pour tenir un train. Quelqu'un a fait tout ça autour de moi. Et je n'ai jamais senti l'air bouger. Si je mens, je suis la meilleure que vous ayez rencontrée en 11 ans. Et si ce n'est pas le cas, alors celui qui a construit ça est toujours en train de construire. Et vous et moi sommes toujours à l'intérieur. Pendant 3 longues respirations, la pièce ne contenait que le son étouffé aux 10 000 voix de l'avenue en bas. « Asseyez-vous », a dit Julian. Cette fois, elle s'est assise. Dana est apparue dans l'embrasure de la porte comme si elle avait attendu de l'autre côté, une tablette contre sa poitrine. Et Nora a compris qu'au 40e étage, les gens ne frappaient pas tant qu'ils ne se matérialisaient. Le quai, lui a dit Julian sans préambule. Chamber Street, le train numéro 2 en direction du centre-ville. Hier après-midi, vers 4h40. Je veux la caméra à l'extrémité sud. Et je veux tout ce que l'autorité des transports a des tourniquets de la mezzanine pour les 10 minutes précédentes. Ce n'est pas à nous de les récupérer. Alors faites en sorte que ce soit à nous de les récupérer. Il n'avait pas élevé la voix une seule fois de la matinée. Nora commençait à trouver ce calme plus effrayant que des cris ne l'auraient été. De la manière dont une rivière qui coule plate et silencieuse vous dit que l'eau est profonde. Marcus sait qui appeler. Ed Dana. Il a jeté un coup d'œil à Nora, puis s'est détourné. Apporté quelque chose de froid à Mademoiselle Bellamy. Elle a couru jusqu'ici. Le sourcil de Dana a bougé d'1 millimètre entier, ce qui chez elle était un cri. Et elle s'est retirée. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », a dit Nora. « Vous allez être ici un moment. » Il s'est retourné vers le mur de verre et la ville qui le regardait. Vous êtes la seule personne dans cet immeuble dont je suis certain qu'elle n'a pas planifié ça. Et je n'en suis même pas certain. Je préfère vous avoir là où je peux vous surveiller, plutôt que dehors, avec votre nom en tendance à côté du mien. Et une femme en tailleur couleur rose, décidant quoi faire de nous deux. L'estomac de Nora s'est noué. Vous savez, votre mère est venue me voir. Ma mère est venue voir toutes les personnes auxquelles j'ai jamais tenu dans les 19 heures qui ont suivi. C'est pratiquement comme ça que je confirme le sentiment. Les mots étaient secs, et il n'y avait aucune chaleur en eux.
Mais il y avait quelque chose en dessous, une vieille douleur privée, usée comme un galet. Et Nora l'a classée avant de pouvoir s'arrêter. Il l'a surprise en train de le faire. Elle l'a vu le voir, et sa mâchoire s'est tendue à la charnière gauche. « Arrêtez ça. Je ne peux pas. Je suis désolé. Ce n'est pas un choix. Essayez, a-t-il dit. Et il a pris le téléphone. L'eau coulait silencieusement le long du mur de pierre du hall, 40 étages plus bas. Et ici, la vitre contenait tout le ciel blanc de l'été. Et Nora était assise sur une chaise qui valait plus que son loyer mensuel. Ses baskets n'atteignaient pas tout à fait le sol. Et elle attendait de savoir qui avait dessiné avec sa main. Cela a pris 2 heures, et une faveur que Nora soupçonnait avoir coûté plus que de l'argent. Dana a apporté un ordinateur portable dans la petite pièce à côté du bureau. Une pièce avec une longue table pâle et sans fenêtre, refroidie à la température d'une fleur réfrigérée. Elle l'a posée et l'a tournée vers eux trois. Julian d'un côté, Nora de l'autre, Dana debout, les bras croisés comme un huissier. Les images étaient granuleuses, sans couleur et filmées d'en haut. Le quai grouillait de navetteurs courbés sous la chaleur de juillet. Et le cœur de Nora a commencé à battre la chamade en reconnaissant la géographie d'un après-midi ordinaire qu'elle avait traversé sans savoir que c'était un piège. Là, a-t-elle dit, c'est moi, une petite femme floue en chemise de lin, se dépêchant, le carnet de croquis déjà serré contre sa poitrine. 3 wagons derrière, là où elle devait être. Et voilà votre porte, a dit Julian doucement. Il était dans le cadre. L'homme à la casquette. Il est entré dans l'embrasure de la porte du train numéro 2 exactement au moment où le train s'est arrêté. Un bras traversant l'espace. Et il n'a pas regardé son téléphone, n'a pas regardé dans le tunnel. Pour le conducteur. Il n'a fait aucune des petites choses impatientes qu'une personne fait quand un train lutte pour partir. Il a regardé le long du quai, la femme qui courait, et il a tenu les portes. Et Nora s'est vue atteindre le wagon et monter à bord. Et elle a vu l'homme relâcher les portes une demi-seconde après et se fondre dans la foule sans jamais monter. Il n'est pas monté, a soufflé Nora. Il a tenu le train et il n'est même pas monté. Rembobine, a dit Julian. Les tourniquets avant. Dana a fait défiler les images en arrière, a changé de flux, et la mezzanine a fleuri à l'écran. Un enfer plus large et plus granuleux de tourniquets et d'escaliers, et un homme vendant de l'eau fraîche dans une glacière. Et là, près du mur, dans les 10 minutes avant que Nora ne descende les escaliers, se tenait une femme avec un chapeau de paille et un éventail en papier. Le corps entier de Nora s'est glacé dans la pièce réfrigérée. « Je la connais », a-t-elle dit. « Oh, je la connais. Elle était assise à côté de moi dans le train. Elle m'a parlé. Elle a vu le dessin. Les mots sortaient plus vite qu'elle ne pouvait les contrôler. Elle m'a dit que je volais des visages. Elle m'a dit « Le souvenir est arrivé, entier et terrible. » Elle m'a dit que je devrais le lui donner. Elle a dit que c'était la chose la plus audacieuse que je ferais de la semaine. Elle m'a poussé. Et quand j'ai dit non, elle m'a traité de lâche et elle a repris son éventail. Nora a levé les yeux vers Julian et elle pouvait sentir le sang quitter son propre visage. Elle était sur le quai avant moi. Elle était dans le wagon avec moi. Elle a mis l'idée dans ma bouche et je pensais que c'était juste une femme dans un train qui parlait trop. New York en est plein. Je n'ai jamais pensé une seule fois. Regarde. La voix de Julian était devenue très douce et très plate. À l'écran, la femme au chapeau de paille a plié son éventail, a vérifié un téléphone fin dans sa paume. Elle a brièvement levé le visage vers la caméra qu'elle ne pouvait pas savoir qu'elle regardait. Un vieux visage, hâlé par le soleil, malicieux même en grain. Et puis l'homme à la casquette a traversé le cadre derrière elle. Et sans s'arrêter, sans un mot, il a pris le téléphone qu'elle lui tendait et a continué à marcher. Et elle est montée les escaliers vers la lumière, et l'image ne montrait plus que des inconnus. Personne dans la pièce froide n'a rien dit pendant un moment. C'est un passage, a dit Dana finalement, professionnellement, comme on nommerait un oiseau. C'est un passage à 2 personnes. Ce ne sont pas 2 personnes qui ne se connaissent pas. Non, a dit Julian. Ce n'est pas le cas. Il s'est redressé lentement de la table, et Nora a vu le reste de ce qui avait presque été de la croyance en elle s'écouler de son visage. Pas en colère cette fois, mais en quelque chose de pire, quelque chose de vieux, de fatigué et d'absolument seul. Donc vous avez été sélectionnée, mademoiselle Bellamy. Une femme a été placée à côté de vous pour s'assurer que vous me dessiniez, et pour s'assurer que vous auriez été prête à le donner si vous en aviez eu le courage. Un homme a été placé pour s'assurer que vous vous asseyez au bon siège.
Un écran a été acheté avant tout ça. Cela a été construit comme un bâtiment. Il a pressé 2 doigts sur l'arête de son nez, ce qui signifie que la seule question qui reste est de savoir qui voulait que ce soit construit. Et j'ai passé 11 ans à m'assurer de connaître la réponse à qui veut me faire du mal. Et je vous promets que c'est une liste courte et ennuyeuse. Et aucun d'entre eux n'est assez subtil pour ça. Alors peut-être que ce n'est pas pour vous faire du mal, a dit Nora. Il l'a regardé. Je ne connais rien à votre monde, a-t-elle poursuivi prudemment, tâtonnant au bord d'une pensée. Mais je connais les visages. Et ce qui me frappe chez cette femme, j'y reviens sans cesse. Elle n'était pas cruelle. Elle aurait pu me lancer une pique qui m'aurait fait me sentir petite. Au lieu de ça, elle m'a lancé un défi. Elle voulait que je sois courageuse. Celui qui l'a envoyé ne voulait pas que vous soyez humilié, monsieur Sinclair. Il voulait que vous soyez vu. Elle a dégluti. Il y a une différence. J'ai passé 8 ans à vivre dans cette différence. Quelque chose a traversé son visage qu'elle ne pouvait pas nommer et pour lequel elle n'avait pas de crayon. Et il s'est détourné d'elle vers le mur blanc, comme si le vide était plus facile à regarder. Et Nora l'a laissé avoir le silence. Parce qu'elle avait appris il y a longtemps que les choses les plus vraies qu'un visage vous dit sont celles qu'il dit quand il pense que vous avez cessé de regarder. Ils l'ont remise dans une voiture à la fin, parce qu'un groupe de journalistes avait trouvé la base de l'immeuble. Et Julian a dit, toujours aussi calme, qu'elle ne devait pas être photographiée en sortant par l'avant comme une confession. Alors elle est retournée à la boutique à travers l'éblouissement blanc de la fin d'après-midi. Une bouteille d'eau froide transpirant dans sa main et son esprit plein de chapeaux de paille. Et elle a trouvé Priya qui attendait à l'arrière d'Aster et Vane, le rideau de fer à moitié baissé. Elle avait une expression sur le visage que Nora n'y avait jamais vue. « Quelqu'un est entré », a dit Priya avant même que la porte ne se ferme. « Il y a 3 semaines. Je viens juste de... Nora, assieds-toi. Je dois te dire quelque chose, et je ne vais pas bien le dire. » Priya n'était jamais à court de mots. C'était la 2e fois en une journée que le monde se retournait. Et cela a effrayé Nora, plus que la menace d'Eleanor ne l'avait fait. « Dis-moi, un homme, plus âgé, gentil, un sac en toile sur l'épaule. Je me souviens du sac parce que c'était du genre qui se clipse. Et il l'a posé sur le comptoir, et ça a fait un claquement. Et j'ai pensé, c'est un petit son satisfaisant. » Les mains de Priya bougeaient plus vite que ses mots. Il a dit qu'il était un collectionneur. Il a dit qu'il avait entendu, d'une manière ou d'une autre, de quelque part, que j'avais une employée qui dessinait des inconnus dans les trains. Il a demandé s'il pouvait les voir, et j'ai dit non. Bien sûr que j'ai dit non, parce qu'ils sont à toi et c'est tout ton truc. Tu ne les montres pas. Et il a souri, et il a dit que c'était exactement la bonne réponse. Et il a acheté un passe-partout à $40 pour une estampe qu'il n'avait pas. Et il est parti. Priya a pressé la tasse froide de thé à la menthe oubliée depuis longtemps contre son propre front. Je n'y ai plus jamais pensé jusqu'à ce que tu dises le mot « sac en toile » au téléphone il y a 1 heure. Et tout mon estomac est tombé. Nora, il te repérait il y a 3 semaines dans ma boutique. Et je suis resté là, et je lui ai dit que tu étais la vraie. Le ventilateur a tourné sa tête lente à travers la pièce et est revenu. Remuant l'odeur de sciure, d'huile de lin et le fantôme de menthe poivrée. Et dehors, un journaliste a dit quelque chose de brillant et de faux dans un microphone. Et Nora s'est assise sur la caisse de lait retournée très prudemment, comme si le sol pouvait ne pas être là. 3 semaines, a-t-elle dit. 3 semaines. L'écran, c'était il y a 3 jours. Le repérage, c'était il y a 3 semaines. Elle a entendu sa propre voix devenir mince et étrange. Depuis combien de temps, Priya? Depuis combien de temps quelqu'un se tient derrière moi et tient ma main? Je ne sais pas, ma belle. Priya s'est accroupie devant elle. Toute sa bravade de raton laveur avait disparu. Seule la femme de 50 ans qui avait embauché une inconnue sur une intuition et un portfolio. Mais nous allons le découvrir. Et quoi que ça coûte, ça passera par moi d'abord. Je te l'ai dit ce matin, et je le pensais plus que tout ce que j'ai jamais pensé. Elle a presque souri. Tu sais, j'ai toujours dit que ta petite habitude te causerait des ennuis. J'imaginais une ordonnance restrictive. Je n'imaginais pas Times Square. Tu ne fais jamais les choses à moitié. C'était une chose ironique, sèche, parfaitement Priya à dire. Et ça a débloqué quelque chose dans la poitrine de Nora qui était serrée depuis 6h40 ce matin-là. Et elle a ri, une note brisée et impuissante. Et elle a pressé les talons de ses mains contre ses yeux. Et pendant exactement 4 secondes, la journée était supportable. Puis son téléphone a vibré sur l'établi. C'était le nom net et gris de Dana.
et le message en dessous était de nouveau de 4 mots, car il semblait que c'était la longueur à laquelle toute sa vie arrivait maintenant. Il veut vous revoir. Ce soir, l'immeuble était différent. La lumière blanche et dure avait disparu. Le 40e étage flottait dans une piscine de lumière de lampes basses et chaudes. Et le dernier long rayon doré d'un coucher de soleil de juillet s'étendait à plat sur la rivière. Et la ville en bas s'était adoucie, passant d'un rugissement à un scintillement. 10 000 fenêtres s'enflammant une par une. Julian avait enlevé la cravate qu'il avait remise pour une réunion qui avait mangé son après-midi. Le bouton du haut était ouvert, et la tasse bleue ébréchée avait migré vers la table basse près de la fenêtre où 2 chaises faisaient face à la vitre. Et il y avait une deuxième tasse à côté, simple et blanche, fumante. « Vous buvez du café si tard ?» a-t-elle demandé. Parce que c'était plus facile que de demander pourquoi elle était là. « Non, je bois l'idée du café. » Il lui a tendu la tasse blanche. « Vous avez eu une matinée difficile. L'essai que c'est ce que les gens font. Offrir une tasse de quelque chose. On me dit que ça aide. » Elle a presque manqué la correction. Le petit mot avalé avant les gens. Elle ne manquait rien. Elle l'a catalogué et n'a rien dit. Elle a enroulé ses 2 mains autour de la tasse chaude. Et l'odeur ordinaire de celle-ci l'a stabilisée plus qu'elle ne voulait l'admettre. « La bleue est ébréchée », a-t-elle dit. « C'est celle que vous utilisez vraiment. » Il a regardé la tasse bleue sur la table basse, et pendant un moment, elle a pensé qu'il ne répondrait pas. C'était à ma grand-mère. Elle a tenu un restaurant à Queens pendant 31 ans, avant que la famille ne devienne. Il a fait un geste vers la vitre, la hauteur, toute la tour impossible. Ça, ma mère a jeté toute autre trace de cet endroit, nous a réinventé, propre. J'ai gardé la tasse. Il l'a prise, l'a tournée dans la lumière de la lampe, a passé son pouce sur l'ébréchure. De la même manière que, ce matin-là, Nora avait vu toute une ville passer son pouce sur la solitude de son visage. Elle disait qu'on pouvait tout savoir sur une personne en voyant si elle chauffait la cafetière d'abord. Je n'ai aucune idée si c'est vrai. Je n'ai jamais fait une seule cafetière de ma vie. Mais je garde la tasse sur le bureau pour que les jours où j'oublie qui je suis censé être, il y ait une chose bleue ébréchée qui s'en souvient pour moi. Nora est restée très immobile parce qu'elle a compris qu'on lui donnait quelque chose qu'aucun membre du conseil d'administration, aucun journaliste et aucun tailleur couleur os n'avait jamais reçu. Et que si elle cherchait un crayon maintenant, elle le briserait pour toujours. C'est pour ça que la montre est tournée vers l'intérieur, a-t-elle dit doucement. N'est-ce pas? Pas pour cacher la marque, pour cacher que vous vérifiez l'heure comme quelqu'un qui a encore peur d'être en retard pour un service qui s'est terminé il y a 30 ans. Il l'a regardée pendant un long moment à travers la pièce chaude et sombre. Vous êtes une personne vraiment alarmante, mademoiselle Bellamy. C'est ce qu'on me dit. Sa bouche s'est contractée. Généralement par des gens juste avant qu'ils n'arrêtent de répondre à mes appels. Je n'ai pas votre numéro. C'est la seule raison pour laquelle vous êtes en sécurité. Et c'était là, petite, improbable, complètement déplacée, dans une journée faite d'embuscades. La chose qui manquait à son visage depuis qu'elle lui était rentrée dedans ce matin-là. Le coin de sa bouche se soulevant, à peine. Le fantôme d'une expression qui n'avait probablement pas été laissée sortir en public depuis des années. Elle a disparu presque avant d'arriver, mais elle l'avait vue, et il savait qu'elle l'avait vue, et aucun d'eux n'a rien dit, et le soleil a fini de se coucher sur la rivière. Tandis que 2 personnes qui avaient été déplacées sur un échiquier par une main invisible étaient assises dans les ruines d'une journée terrible. Et elles étaient, le temps d'une tasse de l'idée du café, simplement de la compagnie. « Je vais trouver qui a fait ça », a-t-il dit finalement, doucement, face à la vitre. « Et quand je le ferai, j'aimerais beaucoup que vous soyez encore quelqu'un que je puisse croire. Ça fait 11 ans que je ne peux pas me permettre de vouloir ça de qui que ce soit. C'est un sentiment incommode. J'apprécierais que vous ne me fassiez pas le regretter. Je ne le ferai pas, a dit Nora, et elle le pensait de tout son cœur. Et elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, qu'à 4 rues de là, et 40 étages plus bas, un homme nommé Marcus était déjà au téléphone, et que la chose qu'il venait de trouver portait son nom, une date, un numéro, et l'entête de la fondation de la famille Sinclair. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe. Marcus est entré rapidement, une tablette à la main et une excuse déjà sur le visage. Et Donna était un demi-pas derrière lui, son calme professionnel fissuré en plein milieu. Julian. Marcus n'a pas regardé Nora. C'est la première chose qu'elle a remarquée. Qu'un homme qui était entré dans une pièce avec 2 personnes avait décidé que l'une d'elles avait cessé d'être une personne.
J'ai besoin de 2 minutes en privé. Quoi que ce soit, elle peut l'entendre. Vous allez vouloir reconsidérer ça, Marcus. Julian a posé la tasse bleue. 2 personnes ont été placées sur un quai de métro pour organiser un dessin de mon visage. J'en ai fini avec les pièces où elle n'est pas. Dis-le. Marcus a expiré et a retourné la tablette. Et même à l'envers, et à travers une pièce éclairée par une lampe, Nora a reconnu la forme de la chose avant de pouvoir en lire un mot. L'entête crème, la police à empattement, le petit blason digne qu'elle avait vu exactement une fois auparavant, en relief sur le rabat d'une enveloppe arrivée dans une boîte aux lettres de Sunset Park il y a 6 ans et qui avait changé tout le cours de sa vie. Il y a 6 ans, a dit Marcus, la fondation de la famille Sinclair a versé une bourse privée, anonyme, à un seul bénéficiaire. Frais de scolarité de dernière année, un programme d'art, le reste complet. Le nom du bénéficiaire a été scellé à la demande de la famille. Le bureau de votre mère s'en est occupé, mais scellé n'est pas la même chose que disparu. Et j'ai passé la dernière heure avec les registres de versement parce que je n'aime pas les coïncidences les jours comme celui-ci. Il a posé la tablette à plat sur la table basse à côté des 2 tasses, exactement comme Eleanor avait promis qu'un chèque arriverait. Et Nora a vu les yeux de Julian se baisser vers elle. La bénéficiaire était Nora Bellamy. La lumière de la lampe bourdonnait. La rivière était devenue sombre. Quelque part loin en dessous, une sirène s'est élevée, s'est amincie et a disparu dans le scintillement. « Ce n'est pas possible », a dit Nora, et sa voix est sortie en un murmure. Parce qu'elle pouvait entendre, même en le disant, que c'était la 2e fois ce jour-là qu'elle disait ces 3 mots exacts à cet homme exact, à propos d'une date qu'elle ne pouvait pas expliquer. C'était anonyme. J'ai écrit des lettres de remerciement dans le vide pendant 1 an. Je n'ai jamais su qui. Je n'ai jamais su que c'était... Elle s'est arrêtée. Le nom. Sinclair comme l'immeuble. Sinclair comme l'aile du musée. Sinclair comme la bourse. Elle avait refusé de dire le dernier à voix haute dans la boutique ce matin-là parce qu'elle n'était pas prête. Et maintenant, il était posé sur une table entre elle et l'homme dont la tasse de grand-mère était à côté. Et elle a compris avec un lent et nauséeux sursaut à quoi cela ressemblait exactement. Je ne savais pas. Je vous le jure, sûr. J'ai même refusé de le dire à Priya ce matin. Je ne pouvais pas. Julian, je ne savais pas que votre famille avait payé mes études. Comment aurais-je pu le savoir? C'était scellé. Vous venez de l'entendre dire que c'était scellé. Scellé à la demande de ma mère, a dit Julian. Sa voix était partie quelque part où elle ne l'avait pas entendu de toute la journée. Pas égale, pas chirurgicale, mais très calme et très lointaine. La voix d'un homme regardant une porte qu'il avait déverrouillée 1 heure auparavant, se refermer lentement, silencieusement. Ma mère, qui est arrivée à votre boutique avant le déjeuner. Qui, toute ma vie, a sélectionné les gens auxquels je tiens dans les 19 heures qui suivent. Il a levé les yeux vers elle, et la solitude qu'elle avait dessinée sur 4 étages de haut était de retour sur son visage. Mais elle avait changé. Elle était devenue froide, intérieure et blindée. Et elle était maintenant dirigée vers elle, comme une lame tournée dans un poignet, pour que personne ne puisse lire la marque. Il y a 6 ans, ma famille a mis de l'argent dans votre main. Il y a 3 semaines, un homme avec un sac en toile vous a repéré dans une boutique d'encadrement. Il y a 3 jours, quelqu'un a acheté un écran. Hier, une femme vous a rendu assez courageuse pour me dessiner, et un homme a tenu un train pour vous asseoir en face de moi. Et ce matin, une chose privée que je n'ai jamais laissé personne voir était accrochée sur Times Square, avec mon nom en dessous. Il s'est levé. Vous n'arrêtez pas de me dire que vous ne pouvez pas mentir à un visage. Savez-vous ce que c'est, mademoiselle Bellamy? C'est le mensonge le plus efficace qu'une personne puisse construire. Parce qu'il fait en sorte que la cible fasse le travail de croire pour vous. Non. Elle était aussi sur ses pieds. La tasse blanche oubliée. Froide maintenant dans ses mains. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de prendre la seule chose vraie que j'ai et de la retourner. Il y a 1 heure, vous étiez assis dans cette pièce et vous m'avez dit que vous vouliez encore pouvoir me croire. Vous m'avez dit que c'était incommode. Vous m'avez dit de ne pas vous le faire regretter. Et j'ai dit que je ne le ferais pas. Et je le pensais. Et rien de tout ça n'a changé, parce qu'un bout de papier a atterri sur une table. Je ne savais pas. Quelqu'un a construit ça autour de moi pendant 6 ans, et j'ai découvert sa forme en même temps que vous. Nous sommes dans le même piège, Julian. La seule différence est que vous avez une tour et j'ai une boîte à chaussures. Et vous venez de décider that the Lévis et moi est celle qui tient les ficelles.
Pendant un instant, un seul, elle a cru l'avoir atteint. Elle a vu la lueur, la vieille envie, la partie de lui qui avait demandé à voir ses mains ce matin-là. Parce qu'une chose enfouie voulait avoir tort à son sujet. Elle l'a vu essayer. Puis Marcus a dit doucement, fatalement, « Julian, il y a plus. La recommandation pour la bourse. Le nom sur la lettre qui a mis son dossier devant le comité il y a 6 ans. Il ne voulait pas le dire. Elle pouvait voir qu'il ne voulait pas. C'était Eleanor. Votre mère l'a recommandé personnellement. L'a écrite à la main. Il y a 6 ans, votre mère a tendu la main dans la vie d'une fille de boutique d'encadrement et l'en a sorti. Et ce matin, votre mère est entrée dans la boutique de cette même fille et lui a offert un chèque pour que tout disparaisse. Votre mère a été aux 2 extrémités de cette affaire depuis le début. Et Nora a vu la dernière lumière s'éteindre sur le visage de Julian Sinclair. Et elle a compris avant qu'il ne dise un seul mot qu'il n'importait plus qu'elle soit la ficelle, le piège ou la seule personne honnête de toute cette ville en feu. Parce que le nom aux 2 extrémités du fil était le seul nom sur lequel il ne pouvait jamais se permettre d'avoir tort. Et il avait passé 11 ans à apprendre que les gens qui l'aimaient étaient exactement les gens qui le déplaçaient sur l'échiquier. « Faites-la sortir de l'immeuble », a dit Julian. Passe à Nora, à Dana. Sa voix était de nouveau égale. C'était la pire chose. Elle était revenue complètement à la normale. Ce soir. Et puis, passez-moi ma mère au téléphone. Julian. Mademoiselle Bellamy. Il ne la regardait plus maintenant. Il s'était tourné vers la vitre noire et la ville scintillante. Et le fantôme de 4 étages de sa propre solitude, qui, à cette heure précise, brûlait encore sur Times Square parce que quelqu'un avait payé pour toute la journée. Quoi que ce soit, ça a commencé 6 ans avant que vous ne preniez un crayon pour moi. Vous dites peut-être même la vérité. Je découvre à ma grande surprise que j'aimerais que ce soit le cas. Mais j'ai fait une erreur impardonnable dans ma vie. Chaque fois que j'ai laissé quelqu'un dans l'orbite de ma mère me faire vouloir ça. Et je ne vais pas la refaire une 2e fois, sous un écran avec mon visage dessus. Son pouce a bougé une fois sur le bord ébréché de la tasse bleue. Puis il l'a posé, hors de portée, sur le bord éloigné de la table. Dana. La main de Dana s'est refermée, pas méchamment, autour du bras de Nora. Le même coude que Julian avait attrapé ce matin-là à Times Square, quand elle était tombée contre un mur d'hommes. Et elle avait levé les yeux et trouvé l'inconnu du train. Elle l'a guidé vers la porte. Au seuil, Nora s'est arrêtée. Elle n'a pas lutté contre la main. Elle s'est seulement retournée une fois et a regardé le dos de l'homme qu'elle avait passé 9 arrêts à apprendre par cœur et un long jour à apprendre qu'il était réel. Et elle a dit la chose la plus vraie qu'elle avait, qui était aussi la chose qui sonnait le plus comme un mensonge. « Vous vous trompez sur le piège », a-t-elle dit. « Il n'est pas autour de vous. Il ne l'a jamais été. J'ai dessiné 10 000 visages et je les ai tous laissés tranquilles. Et la seule fois où quelqu'un a utilisé ma main, il ne l'a pas dirigée vers un inconnu. Il l'a dirigée vers le seul homme de cette ville, dont il connaissait déjà la solitude par cœur. Demandez-vous qui cela pourrait être, Julian. Demandez-vous qui savait que vous étiez seul avant même que vous ne construisiez la tour pour le cacher. Sa voix ne s'est pas brisée, bien que tout en elle l'ait fait. Vous gardez la tasse pour que quelque chose se souvienne de qui vous êtes les jours où vous oubliez. J'ai découvert ça en 9 arrêts. Quelqu'un a construit tout ça en 6 ans. Lequel de nous deux vous connaît vraiment? Il ne s'est pas retourné. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur son reflet, froissées, tachées de peinture, pâle. Un badge de visiteur encore attaché de travers à son col, avec son propre nom en lettres capitales. Et la cabine a chuté de 40 étages dans l'obscurité. Et l'eau coulait silencieusement sur la pierre dans le hall vide. Et dehors, sur l'avenue, la nuit de juillet était chaude, bruyante et indifférente. Et quelque part au nord, son inconnu brillait encore, au-dessus de 10 000 inconnus, posant une question à laquelle toute la ville essayait de répondre. Son téléphone a vibré dans sa main, alors que les portes s'ouvraient au rez-de-chaussée. Pas Dana, pas Priya. Un numéro inconnu, une photographie et aucun mot. Nora s'est arrêtée net sur la pierre pâle, la nuit chaude pressant contre les portes vitrées. Elle a regardé et a senti le sol qu'elle avait déjà perdu s'effondrer une dernière fois. Parce que la photographie était d'un chapeau de paille posé sur un comptoir de restaurant à côté d'une tasse bleue ébréchée. C'était la jumelle de celle du 40e étage. Et sous le chapeau, glissé dans le ruban, se trouvait une seule page de croquis plié qu'elle a reconnue parce qu'elle l'avait dessiné. Un visage qu'elle avait dessiné il y a 8 ans, scotché à un mur,
et jamais montré à âme qui vive. Un Julian Sinclair, beaucoup plus jeune, avant la tour, avant l'armure. Endormi contre une fenêtre de métro, avec toute sa solitude non dessinée. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore appris à la cacher. Elle l'avait dessinée une fois auparavant. Elle l'avait dessinée en premier quand elle avait 19 ans, et l'avait oubliée. Et quelqu'un ne l'avait pas oubliée. Les 3 points pulsaient sur l'écran. Puis une seule ligne est arrivée, d'une voix qu'elle a presque reconnue. Tu l'as toujours vu mieux que personne. Viens découvrir pourquoi. Et une adresse dans le centre-ville, et 1 heure. Et toute la nuit chaude et rugissante se rétrécissant soudainement à une seule porte éclairée. Elle n'avait d'autre choix que de la franchir. La porte appartenait à un restaurant qui n'aurait pas dû être encore debout. Il se trouvait à un coin du centre-ville, que les promoteurs avaient somehow manqué, coincé entre une tour en échafaudage et une banque fermée. Sa vitrine était embuée d'or de l'intérieur. Son enseigne était si vieille que la peinture avait pris la couleur d'un thé faible. « Chez Ruth », disait-elle, dans une écriture qui appartenait à un autre siècle. Et en dessous, plus petit, établi. Elle ne s'est pas arrêtée pour lire, parce que la cloche au-dessus de la porte la faisait déjà entrer. Et l'odeur l'a frappée d'un coup. Café brûlé jusqu'au caramel, graisse de plaques de cuisson, savon à vaisselle au citron, le vinyle chaud des banquettes usées par 50 ans de coude. C'était l'odeur la plus humaine qu'elle ait respirée de toute la journée, et cela l'a défaite plus complètement que le 40e étage ne l'avait jamais fait. La femme au chapeau de paille était assise dans la dernière banquette, l'éventail en papier plié sur la table et 2 tasses devant elle. L'une était blanche, l'autre en émail bleu ébréché, et Nora l'a su avant d'être à mi-chemin de l'allée, parce qu'elle avait vu sa jumelle tourner dans les mains d'un homme seul contre un mur de verre il y a moins de 3 heures. « Asseyez-vous, ma belle », a dit la femme. « Votre café arrive au bon stade. » Ruth disait toujours, « Le café n'est honnête qu'après avoir un peu refroidi. Avant ça, il fait juste son intéressant. » Nora ne s'est pas assise. « Vous êtes Ruth. »« Je suis Ruth. » Elle l'a dit simplement, comme on rendrait la monnaie. 31 ans, je suis resté derrière ce comptoir. Et je vous prierai de ne pas avoir l'air si surprise. Vous vous êtes assise à côté de moi pendant 9 arrêts hier, et vous avez dessiné l'âme d'un autre homme sans jamais regarder la mienne. J'aurais pu être n'importe qui. Ses yeux sont devenus brillants et impitoyables sous le bord du chapeau. Je le suis généralement. Vous m'avez rendue assez courageuse pour le dessiner. La voix de Nora est sortie plate et tremblante à la fois. Vous avez mis le crayon dans ma main. Vous étiez assise là. Vous m'avez défié et traité de lâche. Et il y avait un homme sur le quai qui tenait un train de 100 tonnes pour que j'aie le bon siège. Et vous saviez. Vous saviez qui était assis en face de moi. Sal a tenu la porte. Sal m'a tenu des portes pendant 40 ans. Une de plus ne l'a pas tué. Ruth a poussé la tasse blanche d'1 pouce sur la table. Mieux que l'original. Je vous l'ai dit. Vous le flattez. Et vous avez dit, je ne flatte pas. Je dessine ce qui est là. La bouche de la vieille femme a bougé. Pas tout à fait un sourire. C'est la chose la plus vraie que quelqu'un ait dite dans ce restaurant depuis qu'on a perdu la cuisine de mon salle. Et j'ai nourri la moitié de Queens pendant leur pire matin. Asseyez-vous avant que je doive lever la tête pour vous regarder. Mon cou est plus vieux que tout votre don. Nora s'est assise. Le vinyle a expiré sous elle. La tasse bleue fumait entre elles et le ventilateur tournait lentement au-dessus. Et quelque part, une plaque de cuisson cliquetait en refroidissant. « Comment ?» a dit Nora. « C'est tout. Juste comment ? Comment ai-je fini par dessiner le même homme 2 fois, à 8 ans d'intervalle, et ne le découvrir que ce soir ?» Ruth a pris la page pliée dans le ruban du chapeau de paille. Le jeune Julian, endormi contre une fenêtre, toute sa solitude non dessinée, parce qu'il n'avait pas encore appris à la cacher. Et elle l'a posé à plat sur la formica entre les 2 tasses, lissant le pli avec un pouce usé et brillant. « Vous aviez 19 ans, » a dit Ruth. Dans le train pour Queens, un mardi, il pleuvait comme si le ciel avait un grief. Vous aviez cette même peinture sur votre manche et ce même regard sur votre visage. Celui que la mère de mon petit-fils paierait un chirurgien pour enlever. Et il y avait un garçon endormi, de l'autre côté du wagon, épuisé par le travail, rentrant d'un emploi que sa mère avait déjà décidé être indigne de la famille qu'elle était en train d'inventer. Vous l'avez regardé pendant 6 arrêts, et vous avez dessiné ce que j'essayais de dire à cet enfant depuis 2 ans. Et je ne pouvais pas passer sa porte d'entrée pour le dire. Sa voix est devenue rauque. J'ai demandé à le voir. Vous étiez assez jeune pour me le montrer.
J'ai pris une photo avec un téléphone que je savais à peine utiliser, comme votre Priya l'a fait hier soir. Le monde entier est défait par des gens qui ne peuvent s'empêcher de photographier une belle chose. Et puis vous êtes descendu à Steinway, et je ne vous ai plus jamais revu. Et j'ai porté cette photo pendant 8 ans comme une pierre dans mon manteau. Parce que c'était la dernière chose vraie que quelqu'un ait capturée de lui avant que la tour ne se referme sur sa tête. Nora a regardé le dessin, le garçon, l'homme qu'il était devenu 40 étages plus haut, tournant une tasse ébréchée pour que personne ne puisse lire la marque de la montre qu'il vérifiait comme quelqu'un qui a encore peur d'un service. « Vous m'avez trouvé », a dit Nora. « Je vous ai trouvé. Ça a pris 2 ans. » Ruth a plié l'éventail et l'a déplié. « Vous pensez qu'une femme de restaurant ne peut pas embaucher des gens? J'ai vendu les droits aériens de ce bâtiment pour un chiffre qui vous couperait le souffle, ma belle. Et j'en ai donné la plupart sans le nom de personne. Et une partie, je l'ai dépensée pour trouver la fille qui avait vu mon petit-fils pour de vrai. La bourse était de moi. La dernière année de votre école. Je ne pouvais pas y mettre mon nom. Eleanor l'aurait déchiré par dépit de l'origine de l'argent. Alors, je lui ai fait signer la recommandation à la place. Un son bref et sec lui a échappé. J'ai fait en sorte que ma propre fille recommande la seule personne qui finirait par voir clair en nous deux. Elle n'a jamais su pourquoi je le voulais. Elle pensait que j'étais devenu sentimental. Je l'ai laissé le penser. La cloche au-dessus de la porte n'avait pas tinté. Mais Nora a senti l'air changer quand même, de la manière dont on sent le temps avant qu'il n'arrive. 6 ans, je vous ai regardé dessiner des inconnus et les laisser tranquilles, a poursuivi Ruth, plus doucement. Et je l'ai regardé construire cette boîte de verre de plus en plus haut chaque année. Et mettre un homme entre lui et chaque personne qui tendait la main vers lui. Et transformer sa propre grand-mère en une histoire que sa mère pouvait jeter avec les tasses du restaurant. J'en ai gardé une. Elle a touché la tasse bleue. Il a gardé l'autre. Bien qu'il vous dira qu'il ne sait pas pourquoi. Et j'ai vieilli, ma belle. J'ai assez vieilli pour arrêter d'attendre que ce garçon frappe à une porte que sa mère avait murée. Alors j'ai fait la seule chose qu'une femme avec un restaurant, trop d'argent et plus de patience puisse faire. Elle a tourné le dessin plié pour qu'il fasse face à Nora. J'ai remis votre main sur lui. Et puis j'ai accroché ce que vous avez trouvé là où il ne pouvait pas détourner le regard. Et où toute la ville demanderait son nom à plein poumon. Pas pour lui faire honte. Pour le rendre visible. Il y a une différence. Vous le lui avez dit ce matin. Je l'ai entendu sortir de vous et j'ai pensé, la voilà. Elle connaît toujours la différence. 8 ans et elle ne l'a jamais perdue. Vous lui avez fait du mal, a dit Nora. Il pense que sa propre mère a fait ça pour l'exposer. Il m'a fait sortir de l'immeuble. Il pense que je tiens les ficelles depuis 6 ans. Je sais ce qu'il pense. Et pour la première fois, la malice a complètement quitté le vieux visage. Et en dessous, il y avait quelque chose pour lequel Nora n'avait pas de crayon non plus. Une grand-mère qui avait parié le reste de son temps sur la main ferme d'une inconnue. C'est pourquoi vous allez l'appeler ici. Parce que je suis trop vieille et trop fière pour frapper. Et vous êtes la seule personne en vie qu'il croit à moitié. Et il y a exactement une table dans cette ville où la vérité de tout ça tient. Et c'est celle-ci. Et je l'ai mise pour 4. Et 2 des tasses sont déjà froides. Le téléphone de Nora était dans sa main avant qu'elle ne l'ait décidé. Il amènera Dana. Il amènera Marcus. Il amènera des avocats. Qu'il amène toute la tour. Ruth a enfin pris la tasse bleue et a réchauffé ses 2 mains autour. J'ai nourri des salles plus difficiles que ça les matins de Noël. Ma belle, envoie le message. Dis-lui que sa grand-mère fait une terrible tasse de l'idée du café et qu'elle attend. Nora l'a tapé. Elle ne l'a pas adouci. Elle a écrit « Celle qui l'a fait est assise en face de moi. Ce n'est pas votre mère et ce n'est pas moi. Venez chez Ruth dans le centre-ville et elle n'accepte pas de nom des voitures. » Elle l'a envoyé et a posé le téléphone face contre terre sur le dessin du garçon endormi. Et les 2 femmes se sont assises dans la lumière embuée d'or et l'odeur de café brûlé. Et elles ont attendu de voir si 11 ans d'armure pouvaient être convoqués à une banquette de restaurant par 4 mots sur une grand-mère. Il est arrivé en 20 minutes. La cloche a tinté et tout le restaurant a semblé le remarquer, de la manière dont une pièce remarque le temps. Et Julian Sinclair se tenait dans l'embrasure de la porte d'un endroit que sa mère avait dépensé une fortune à prétendre n'avoir jamais existé. Et il n'a pas bougé. Il était venu seul. Pas de Dana, pas de Marcus, pas d'avocat. Juste un homme en costume anthracite, avec la cravate enlevée et le bouton du haut ouvert. Debout sur un linoléum fissuré, sur lequel il s'était tenu pour la dernière fois, en tant que garçon.
fixant une vieille femme avec un chapeau de paille, comme si le sol s'était ouvert après tout et avait laissé remonter quelque chose qu'il avait enterré exprès. « Mamie, a-t-il dit, c'est sorti de lui, brisé en deux. Plus rien d'égal. Assieds-toi, Julian. » Ruth ne s'est pas levée. Sa voix n'a pas tremblé. Et cette fermeté était sa propre sorte de miséricorde. « Ton café est froid. Il est honnête maintenant. Assieds-toi. » Il ne s'est pas assis. Il a traversé le restaurant lentement, passant devant le comptoir, où une pancarte écrite à la main promettait encore de la tarte. Et il s'est arrêté à la banquette et a regardé les deux tasses, le dessin plié et la femme qu'il avait laissé sa mère jeter. Et Nora a vu 11 ans de silence construit lutter contre l'odeur d'une plaque de cuisson pour la contenance d'un homme adulte et perdre. « Ils m'ont dit que tu étais parti dans une maison de retraite dans le nord de l'État, a-t-il dit, il y a 6 ans. Mère a dit, elle a dit que tu ne voulais pas de visiteurs. Elle a dit que ça te perturberait. Ai-je l'air perturbé, mon grand? Non. Sa mâchoire a travaillé à la charnière gauche. Tu as l'air exactement comme toi-même, ce qui est pire. Il a agrippé le dos de la banquette. C'est toi qui as fait ça. L'écran, mon visage sur Times Square avec mon nom en dessous. Tu as mis une inconnue dans un train pour dessiner la seule chose que j'ai passée toute ma vie. Le mot ne venait pas et il l'a forcé, platement. La seule chose que je ne laisse personne voir. Tu m'as fait ça. J'ai fait ça pour toi, a dit Ruth. Et je le referai avec mon dernier souffle. Parce que je t'ai vu te transformer en une photographie, Julian. Une belle et chère photographie d'un garçon à qui je donnais de la tarte à ce comptoir. Et je ne pouvais pas t'atteindre autrement. Tu as arrêté de répondre. Tu l'as laissé te dire que j'étais parti. Alors j'ai fait du bruit. Elle a posé la tasse bleue. Tu veux être en colère? Sois en colère contre moi. Pas contre la fille. La fille n'a fait que la seule chose honnête que quelqu'un t'ait faite en une décennie. 2 fois, à 8 ans d'intervalle. Et elle ne savait même pas que c'était le même visage. Les yeux de Julian se sont posés sur le dessin sur la table, sur le garçon endormi. Nora a vu le moment exact où il s'est reconnu. L'immobilité petite et terrible d'un homme rencontrant une version de lui-même d'avant l'armure. Et sa main s'est détachée de la banquette, a plané au-dessus de la page et ne l'a pas tout à fait touchée. « Je me souviens de ce train », a-t-il dit, très bas. Je me suis endormi. J'étais au 2e travail que mère ne connaissait pas. Je me suis réveillé au bout de la ligne et j'ai pensé. J'ai pensé que personne dans toute la ville ne m'avait vu de tout le trajet. Il a levé les yeux et ce n'était pas vers Ruth, c'était vers Nora. Quelqu'un m'a vu pendant tout le trajet. Je ne savais pas que c'était vous, a dit Nora. Ni l'une ni l'autre fois. Je le jure. J'ai juste... Vous étiez la chose la plus seule dans le wagon et je ne pouvais pas le laisser non dessiné. Je sais. Les 2 mots ont atterri comme quelque chose posé après avoir été longtemps porté. Dieu m'aide. Je vous crois. Je vous ai cru au 40e étage, avant même que Marcus ne mette ce papier sur la table. Et j'ai laissé un bout de papier en tête, me dissuader de la seule chose vraie dans la pièce. J'ai fait ça toute ma vie, croire le papier plutôt que les gens. Il a enfin tiré la chaise et s'est assis lourdement. Une tour se repliant à la hauteur d'une banquette de restaurant. Je vous ai fait sortir de l'immeuble. Vous l'avez fait. Je suis... Il s'est arrêté, a recommencé, et cette fois il l'a regardé en le disant. Parce qu'il était un homme qui étudiait les visages et savait ce que cela coûtait d'être observé pendant qu'on disait la vérité. C'était la 2e chose impardonnable que j'ai faite à quelqu'un en qui je voulais avoir confiance. J'aimerais que ce soit la dernière. La cloche au-dessus de la porte a tinté. Eleanor Sinclair se tenait dans l'embrasure de la porte du restaurant de sa mère, dans un tailleur couleur os. Et Nora a vu la couleur la quitter comme elle avait quitté Julian à Times Square. La vidange rapide et totale d'une personne rencontrant le seul endroit sur Terre qu'elle avait dépensé une fortune à effacer. Derrière elle, la nuit de juillet pressait contre la vitre embuée, chaude et dorée, et pleine du faible bourdonnement de l'avenue. Eleanor n'a pas franchi le seuil comme si elle lui faisait une faveur cette fois. Elle l'a franchi comme une femme entrant dans l'eau. « Mère », a-t-elle dit, « assieds-toi, Eleanor. » Ruth ne s'est pas adoucie. Il y a une 4e tasse. Il y a toujours eu une 4e tasse. C'est toi qui as arrêté de venir la remplir. Les yeux d'Eleanor ont balayé la banquette, le dessin, la fille en lin taché de peinture, son fils avec sa cravate enlevée et son visage ouvert, les 2 tasses ébréchées. Et Nora l'a regardé tout trié avec la même intelligence rapide et impitoyable qu'elle avait apportée à la boutique d'encadrement, et l'a regardé échouer.
Parce qu'il n'y avait pas de chiffre à nommer ici, et aucune menace qui convenait. C'est toi qui as fait ça? A dit Eleanor à sa mère, et sa voix n'était pas froide maintenant. Elle était effrayée. Tu l'as mis sur un écran. As-tu la moindre idée de ce que j'ai passé 30 ans à protéger cette famille? D'exactement ça. De toute la ville nous regardant et voyant. Elle a fait un geste vers le restaurant, la plaque de cuisson, la pancarte de tarte scotchée. Ça. D'où nous venons? D'où tu viens? A dit Ruth. Où je suis encore. Elle a tourné la tasse bleue d'un quart de tour sur la formica. Tu ne l'as pas protégée, ma belle. Tu l'as embaumée. Tu as pris un garçon qui s'endormait dans les trains après un travail honnête. Et tu lui as construit une boîte sans porte. Et tu as appelé ça de la protection. Et tu as jeté toutes les tasses qui se souvenaient qu'il avait jamais eu chaud. Sa voix rocailleuse ne s'est pas élevée. Elle s'est approfondie, ce qui était pire. J'ai recommandé cette fille il y a 6 ans, parce que tu m'as fait signer un papier que tu ne comprenais pas. Ce matin, tu as conduit jusqu'à sa boutique pour acheter son silence avec un chèque et une menace. Tu as été aux 2 extrémités de tout mon plan, Eleanor, et tu ne l'as jamais su, parce que tu as arrêté de demander quoi que ce soit à ta mère le jour où tu as décidé d'avoir honte d'elle. La main d'Eleanor a trouvé le dos de la chaise vide et l'a agrippé. Blanc. Et Nora, impuissante, professionnellement, a repéré l'endroit exact où la contenance s'est fissurée. C'était le même endroit où elle se fissurait chez son fils. Mère, fils et grand-mère, tressaillant tous au même endroit. Je lui ai offert de l'argent, a dit Eleanor à personne, parce que j'avais peur. Pas de la ville. Sa voix s'est amincie. Qu'il découvre que je t'avais caché, que je lui avais dit que tu étais parti, que je l'avais laissé pleurer une femme qui faisait un terrible café de l'autre côté de la rivière tout ce temps. Elle a alors regardé Julian, et quelque chose en elle s'est effondré. J'allais le faire disparaître avant qu'il ne fasse le lien avec l'entête. J'ai passé tout l'après-midi à passer des appels pour le faire disparaître. Je préférerais qu'il déteste une inconnue plutôt qu'il sache ce que je vous ai fait à tous les deux. Je sais maintenant, a dit Julian doucement. Mère, je sais. Le restaurant a retenu son souffle. La plaque de cuisson a cliqueté. Eleanor Sinclair, qui n'avait jamais de sa vie eu à demander 2 fois, se tenait à une banquette dans le restaurant de sa mère et a demandé, d'une voix que Nora n'aurait pas cru que cette gorge pouvait produire. « Puis-je m'asseoir? » « C'est tout le truc, a dit Ruth, plus doucement maintenant, et elle a poussé la 4e tasse vers la chaise vide. « Il suffit de demander, ma belle. Tu n'as toujours eu qu'à demander. » Eleanor s'est assise et elle a mis la main dans sa veste couleur os, a sorti son téléphone et l'a posé sur la table, face visible, à côté du dessin. Et elle a passé un appel devant eux tous, ce qui était la chose la plus chère que Nora ait jamais vu une personne faire. « Marcus, a dit Eleanor, c'est Eleanor, arrête le retrait. Les deux, l'écran et l'histoire. Sa mâchoire, la mâchoire familiale, s'est tendue et a tenu. Non. Je veux une correction publiée en mon nom, officiellement, avant le matin. Le dessin a été commandé par cette famille. L'artiste est Nora Bellamy, et elle doit être créditée et protégée. Et toute entreprise qui a passé la journée à fouiller dans sa vie arrêtera dans l'heure, ou perdra notre compte. Une autre pause, plus longue, et Nora a regardé une femme dépenser la réputation qu'elle avait gardée pendant 30 ans en une seule phrase plate. Oui, tout. En mon nom. Pas le sien. Le mien. Elle a posé le téléphone. Sa main n'était pas tout à fait stable. Là. On ne peut plus revenir en arrière maintenant. C'est ce que tu voulais, mère. Une chose sur laquelle on ne peut pas revenir. Non, a dit Ruth. Et elle a tendu la main sur la table et a couvert la main tremblante de sa fille avec la sienne. Usée. Ce que je voulais, c'était toi à ma table à nouveau. Le reste, c'était juste comment je t'ai amené ici. Julian regardait Nora de l'autre côté de la banquette. De l'autre côté du dessin du garçon qu'il avait été. « Viens dehors avec moi », a-t-il dit. « Il reste une chose, et je ne veux pas le faire devant toute ma famille, et je ne veux surtout pas le faire devant ma grand-mère, qui va le commenter. Je le ferai, a convenu Ruth, en s'éventant. « Allez, vous deux. Sal et moi allons guider votre mère à travers le bon café froid. Laissez le dessin. Il est à moi depuis 8 ans. J'ai mérité 1 heure de plus. » La nuit dehors était devenue douce et immense. La tour en échafaudage voisine cachait les étoiles, mais le ciel entre les bâtiments contenait le dernier violet d'une soirée de juillet. Et le trottoir respirait encore la chaleur de la journée. Et une rue au nord, un chariot de hot dogs sifflait, et un bus soupirait à un feu. Et toute la ville faisait son énorme bourdonnement indifférent.
Julian se tenait sur le trottoir fissuré devant le restaurant de sa grand-mère, les mains dans les poches. Et pendant un moment, il n'a rien dit. Et Nora l'a laissé avoir le silence. Parce que les choses les plus vraies qu'un visage vous dit sont celles qu'il dit quand il pense que vous avez cessé de regarder. Elle n'avait pas cessé de regarder, mais elle avait appris, au cours d'une longue journée, qu'en faire semblant. « Je suis toujours là-haut », a-t-il dit finalement, et il a levé la tête vers le nord, et Nora n'a pas eu besoin de le suivre pour savoir qu'il parlait du fantôme de 4 étages de lui-même qui brûlait encore sur Times Square. Pour encore quelques heures, quelqu'un a acheté toute la journée. Un soufflet lui a échappé qui était presque le fantôme de ce sourire enfoui plus tôt. Ma grand-mère a acheté toute la journée. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle n'a jamais de sa vie fait les choses à moitié. Vous non plus, apparemment. Nora a rentré ses mains dans ses manches. Vous passez d'inconnu dans un train à 4 étages de haut en environ 18 heures. C'est vous qui avez fait ça? Ruth a fait ça. J'ai juste tenu le crayon. Non. Il s'est tourné pour lui faire face. Et à la lumière du lampadaire, la solitude qu'elle avait dessinée était toujours là sur son visage, mais elle s'était ouverte. De la manière dont l'eau calme s'ouvre quand quelque chose monte en dessous. Dans l'air enfin. C'est la chose que je suis venu dire ici. Et je suis mauvais pour ça. Alors, laissez-moi finir avant qu'un bus ne m'interrompe. Toutes les personnes que j'ai laissées s'approcher ont été placées là par ma mère. Et j'ai appris à vérifier les gens comme je vérifie l'heure, tourner vers l'intérieur pour que personne ne puisse lire ce dont j'avais peur. Et puis une femme dans un train m'a regardé pendant 9 arrêts et a tout lu quand même. Sans permission, sans plan, sans vouloir une seule chose de moi, sauf de mettre la vérité de mon visage sur papier avant que les portes ne s'ouvrent. Il a dégluti. Vous n'aviez aucune idée de qui j'étais. Vous n'arrêtez pas de le dire comme si c'était votre crime. C'est la seule raison pour laquelle je vous crois. Vous êtes la seule personne dans toute cette ville qui m'a dessiné avant de savoir qu'il y avait une tour à vouloir. Je vous ai dessiné parce que vous étiez triste, a dit Nora. Et je ne pouvais pas supporter de laisser une chose triste passer inaperçue. Ce n'est pas noble, c'est une compulsion. Ça m'a coûté tous les amis que j'ai failli me faire. Alors nous sommes un duo assorti et difficile. Il a presque souri. C'est presque sorti. Je garde une tasse ébréchée pour que quelque chose se souvienne de qui je suis les jours où j'oublie. Vous gardez une boîte à chaussures d'inconnus pour que quelqu'un se souvienne qu'ils ont été vus. Ma grand-mère a dépensé 6 ans et une fortune pour nous mettre tous les deux dans le même wagon de métro. Le coin de sa bouche a finalement gagné, complètement. J'aimerais penser que nous y serions parvenus éventuellement par nous-mêmes. Mais je ne suis pas sûr que l'un de nous ait jamais réussi quoi que ce soit par lui-même. Et je suis fatigué de prétendre que la tour n'est pas solitaire. C'est beaucoup de mots, a dit Nora, parce que sa gorge s'était nouée et qu'elle ne pouvait pas le faire autrement. Pour un homme qui ne pouvait pas faire une blague ce matin. J'apprends vite. Il a tendu la main lentement, comme il faisait tout, lui donnant tout le temps du monde pour reculer. Et il n'a pas pris sa main. Il a retourné sa main droite doucement, comme il l'avait fait ce matin-là à Times Square, quand c'était une exigence. C'était le contraire d'une exigence. Il a regardé la tache gris argentée, usée sur le bord de sa paume. La callosité, la petite preuve permanente de 10 000 visages volés. Et il a pressé son pouce une fois dessus, l'apprenant comme elle avait appris sa mâchoire. « Montrez-moi vos mains », ai-je dit ce matin. Sa voix était devenue basse. Je pense que je savais déjà. Je pense qu'une partie de moi voulait la preuve que la seule personne qui m'avait vu pour de vrai était réelle. Et debout devant moi, et n'allait nulle part. Il a levé les yeux. Ne laissez pas celui-ci seul, Nora. Juste celui-ci. Dessinez-moi 100 fois de plus si vous le devez, mais gardez celui-ci hors de la boîte à chaussures. Et Nora Bellamy, qui avait passé 8 ans à croire que l'important n'était jamais la personne, a refermé ses doigts autour des siens et l'a gardé. Ils ne se sont pas embrassés sur le trottoir. Il y aurait du temps. Tout l'été chaud s'étendait devant eux, et aucun d'eux n'avait jamais été doué pour précipiter la chose vraie. Ils se tenaient sur le trottoir fissuré devant un restaurant qui n'aurait pas dû exister encore, se tenant la main comme 2 personnes qui avaient toutes 2 passé leur vie à être déplacées sur un échiquier, et qui avaient finalement, contre toute attente, choisi la même case exprès. Et à l'intérieur, derrière la vitre embuée d'or, une vieille femme avec un chapeau de paille a levé une tasse bleue ébréchée vers une fille qu'elle avait retrouvée. Et la plaque de cuisson a cliqueté, et la ville a bourdonné. Et quelque part au nord, un visage de 4 étages regardait 10 000 inconnus avec un peu moins de solitude qu'il n'en avait eu ce matin-là. Parce que l'homme lui-même était ici maintenant, sur le sol, vu. L'écran s'est éteint à minuit,
quand la journée s'est terminée. Personne ne l'a remplacé. Il n'avait pas besoin d'être remplacé. Le reste est arrivé lentement, comme les bonnes choses le font après une journée bruyante. La correction a été publiée avant le matin, au nom d'Eleanor, et la ville qui avait passé une journée de juillet a demandé « Connaissez-vous cet homme ?» a obtenu une réponse plus petite et plus vraie que prévu. Une boutique d'encadrement dans le quartier financier. Une femme qui dessinait des inconnus et les laissait tranquilles. Une famille qui avait passé 30 ans à cacher un restaurant et qui avait arrêté. Asteroid 20 a gardé les 90 000 abonnés. La plupart n'ont rien acheté, et l'un d'eux a acheté un nombre vraiment stupéfiant de passe-partout. Et Priya a encadré le tout premier croquis, l'original épais comme un reçu et maculé de graphite. L'a accroché derrière le comptoir où la lumière entrait dorée, avec une petite carte en laiton en dessous qui disait « Seul celui qui s'est échappé est revenu », ce qui, selon elle, concernait le dessin, et que tout le monde a compris concernait l'artiste. Tu sais quelle est la pire partie? A dit Priya un après-midi d'août, en coupant un coin en onglet, tandis que le ventilateur tournait sa tête lente. J'ai imaginé une ordonnance restrictive pendant des années. Des années, Nora. Et au lieu de ça, mes pouces de raton laveur t'ont trouvé un milliardaire et une grand-mère. Je devrais facturer des frais de mise en relation. Je devrais le mettre sur l'enseigne. Tu as posté mon dessin sans demander, et tu as failli mettre fin à ma vie. Et regarde comment ça s'est terminé. Priya a posé la scie et a relevé ses lunettes dans ses boucles. Tu n'as jamais fait les choses à moitié, ma belle. Quelqu'un t'a dit ça dans un restaurant une fois, j'entends. Il s'avère que c'est de famille là où tu vas te marier. Personne ne se marie avec personne, a dit Priya d'une voix qui avait tout vu, et elle est retournée à sa scie. Ruth a rouvert le comptoir du restaurant 2 matins par semaine. Pas pour l'argent. Elle en avait plus qu'elle ne savait comment en donner. Mais parce qu'une femme qui a nourri la moitié de Queens pendant leur pire matin ne sait pas comment s'arrêter. Et parce que son petit-fils avait commencé à venir pour la tarte le dimanche. Et il amenait une femme en lin taché de peinture qui dessinait les habitués sur des serviettes. Et sur l'insistance féroce de Ruth, elle donnait à chacun d'eux le dessin avant qu'ils ne partent. Eleanor est venue aussi. Finalement, elle a appris à chauffer la cafetière d'abord. Sa mère lui a dit que ça se voyait. Et Julian Sinclair a gardé la tasse bleue ébréchée sur son bureau au 40e étage. Mais il a arrêté de tourner sa montre vers l'intérieur, parce qu'il n'avait plus de raison de cacher l'heure qu'il était et pour qui il avait peur d'être en retard. Le dernier soir chaud de l'été, il se tenait à la vitre avec Nora à ses côtés. 2 tasses de l'idée du café refroidissant sur la table basse. Et la ville s'est enflammée, une fenêtre à la fois, en dessous d'eux. Et il a dit, « Tu n'en as jamais signé un en 8 ans. Pas un seul dessin. Le but était de ne jamais être moi. Signe celui-ci. » Il a hoché la tête vers le carnet de croquis sur ses genoux, vers la nouvelle page. Un homme à un comptoir de restaurant chauffant une cafetière, le chapeau de paille d'une grand-mère sur le tabouret à côté de lui. Toute sa solitude enfin dessinée assez petite pour être tenue. Je veux que toute la ville sache exactement quelle main m'a vu en premier. Elle l'a signé. C'était la chose la plus audacieuse qu'elle ait faite de la semaine. Et elle le lui a dit. Et il a ri. Vraiment ri. Le son remplissant une pièce qui avait gardé le silence pendant 11 ans. Et dehors, l'obscurité de l'été est descendue, douce et dorée, sur 10 000 fenêtres éclairées. Et chacune d'entre elles contenait quelqu'un qui valait la peine d'être regardé 2 fois. Si vous avez trouvé quelque chose de vrai dans l'histoire de Nora et Julian ce soir, si un inconnu dans un train ou un visage que vous avez failli dessiner a un jour touché votre cœur, restez avec nous un moment. Abonnez-vous. Installez-vous confortablement et laissez la prochaine histoire d'amour, douce, chaleureuse et impossible, venir à vous. Il y a toujours un autre inconnu sur le quai. Il y a toujours un autre visage sincère qui attend d'être vu. Nous serons là pour le dessiner. Bonne nuit.